Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. On est à la fin du live, donc je vous ai fait effectivement une petite intro. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont besoin. Donc vous avez les timelines qui sont réglées. On a un point de marché qui est quand même assez conséquent. Et je vous ai remis également de l'on-chain directement également à la fin du live. Et vous avez du coup toute la partie principale du live au milieu. Du coup, donc vous avez timeline. Sur la partie investissement vs trading, on a posé pas mal de questions également à Pablo qui lui trade sur la partie analyse technique et purement trading. Il fait également un complément de macroéconomie, également du coup d'order flow pour ceux qui connaissent dans le marché. Voilà, vous avez toute cette partie-là. Donc on a essayé de confronter un petit peu la partie investissement et trading. Au final, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de points qui se coïncidaient les uns des autres, mais avec certaines différences. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et si vous avez besoin, c'est quand même toujours pareil. Vous avez votre bilan offert, personnalisé directement. Rendez-vous sur Instagram. Pour ceux qui le veulent, donc directement, vous m'envoyez crypto et on pourra se faire un plaisir de pouvoir vous aider au mieux. Ça ne vous engage à rien et nous, ça nous fait plaisir. Bon visionnage et on se dit à très vite. T'as vu T'as pas vu, je pense, le truc de Shibarium? Ben, Bien Evan l'a sûr que j'ai partagé en vu. plus. Ouais, Evan l'a Bien partagé sûr sur le que j'ai noir. vu. Ça m'étonne même pas, putain. Ah, mais de toute manière, enfin, le truc des 1,7 million de dollars bloqués là, c'est de ça que tu me parles? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça j'ai vu. Mais rien que Shibarium, avant même d'apprendre cette mauvaise nouvelle, enfin, cette mauvaise nouvelle, je suis pas concerné, mais j'étais déjà en train de tirer à balles réelles dessus, puisqu'en fait, ça va faire pareil que sur Base. Ça va, enfin, à l'entrée, ça va directement te créer 3 milliards de tokens dans le but enfin, tu connais, tu vois, shitcoin, rug, etc. Et en fait, Ouais. ça entretient pour moi, en fait, ce que je trouve ultra malsain autour de ça, c'est qu'il y a continuellement un attrait pour le dégène qui est maintenu dans la temporalité sur le marché. Et en fait, pour moi, ça témoigne qu'il y a trop d'espoir, en fait, tu vois. Ok. Moi, je pense que, en vrai, on est. Parce que, tu vois, le grand public vraiment en mode dégène et tout, souvent, il escape du marché. Tu vois, il se fait virer par le sentiment. Moi, je pense que justement, plus on avancera dans le marché, et plus cette part de dégène shitcoin mobile, tu vois, elle restera. Et en plus, je veux dire, les gens, c'est les premiers à jouer avec ça. Ou dès qu'il n'y a plus de grosses narratives en place, tu vois, là, tu avais Proof of Stake, Proof of Work qui pousse un peu. Mais à part ça, il y a eu les bots Telegram qui ont switch directement vers des shitcoins. Parce que justement, je pense que le fait qu'il y ait un manque de narrative, oui, je pense que du coup, en fait, cette notion de shitcoinerie, elle restera parce que tu vois, dès qu'il y a peu de liquidité, dès qu'il y a peu de mouvement, en fait, tu as plein de baleines et gros poissons qui s'amusent justement à créer aussi des hype. En vrai, il ne faut pas grand-chose, tu vois. Tu lances deux, trois projets à la suite, tu prends un peu de liquidité et tu files un PP ou d'un truc qui prend un petit peu et laisse tomber derrière, ça te fait une vague de narrative shitcoin au final. Ah, mais c'est ça, et pour moi, c'est ça qui est vraiment ultra malsain, en fait, c'est que c'est encore ultra omniprésent et c'est normal aussi avec Ouais. l'environnement de marché qu'on a. Il y a plein de choses qui sont en train de se bâtir actuellement. Et bah, quand il y a un mainnet qui ouvre, voilà, il y a la spéculation qui va avec. Et bien sûr que ce sera de plus en plus omniprésent avec le temps et de plus en plus imbriqué dans le processus de création des choses au niveau de l'écosystème, tu vois. Mm. Mais à côté de ça, je trouve qu'il faut vraiment aussi se méfier. Tu vois. Il faut vraiment se méfier puisque ça nécessite un certain niveau de compétence quand même. Tu vois, d'aller trader des actifs ultra court-termistes comme ça, ultra manipulés, sur lesquels il n'y a pas forcément de liquidité, etc. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont tentés d'aller vers ça par frustration du fait qu'on soit sur les plus bas en termes de volatilité, quoique ça commence à renaître un petit peu aujourd'hui. Mais enfin là, les dernières semaines, les derniers jours qu'on a eu, c'était ultra frustrant et il y en a plus d'un qui est allé passer le temps en faisant de la merde, à mon avis, tu vois. Ah, mais c'est sûr, parce que moi, j'ai vu plein de collègues qui ont failli faire joujou à chaque fois avec leur shitcoin, tu vois. Donc, c'est sûr et certain. Exactement. Et moi, c'est ce que j'observais de plus en plus. Ouais. Depuis qu'il y a eu PP, en fait, il y a toujours eu une petite mouvance de fond en mode les shitcoiners euh, irréductible, tu vois. Et quand tu vois des Bays sortir, des Shibarium sortir, tu te dis en fait, mais elle est ultra entretenue cette narrative entre mais comme si on voulait continuer à te faire manger du caca indéfiniment, tu vois. Ouais, après, le fait qu'il y ait, tu vois, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de shitcoins sur Base, le truc, c'est que on va avoir à chaque fois, enfin, c'est normal qu'en fait, il y ait des maximums de shitcoins au début. La plupart des nouveaux réseaux qui arrivaient, vu qu'en fait, tu vois, ça met un minimum de temps à se construire correctement. Tu vois, tu prends Sui, par exemple.
Même Aptos, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des gros projets? Peut-être sur Aptos un petit peu, tu vois. Mais celui vient d'arriver, c'est juste un dump token là, qui était sorti. Je suis quasiment convaincu qu'il n'y a quasiment rien dessus. Et quand les réseaux sont un peu fonctionnels, en fait, il y a plein de mecs qui s'empressent de faire des copier-coller de n'importe quoi, juste en fait pour grab ta liquidité, tu vois. C'est ça, clairement. Donc en Et ça fait, finit à naturellement, 99% du temps en ouais, rug. c'est ça. Là, t'as une bougie en 5 minutes qui te fait un moins 99%. Et si t'as pas pris ton TP, bah, tant pis pour toi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, récap, je couperai du coup sur le montage YouTube, tant pis pour les coupures de micro. Mais du coup, au niveau des récaps, il y avait eu des grosses histoires sur CRV. Donc ça a été résolu. Je sais qu'à AVE, il y avait pas mal aussi dans le pétrin par rapport à ça. Pour l'instant, ça a été résolu. Donc affaire à suivre aussi sur le CRV. Ça peut d'ailleurs être une bonne opportunité sur le CRV au niveau d'altcoin. Personnellement, je m'amuserais pas à racheter des altcoins en ce moment, hein, pour être sincère. Mais je sais qu'il a pas mal craché et qu'il y a pas mal de personnes qui sont en mode attente du buy the Jeep. Je suis pas trop fan, mais pourquoi pas si vous y croyez, quoi, à long terme, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on disait justement hier avec Pablo. Pour moi, enfin, si tu veux vraiment racheter une altcoin actuellement, il faut que tu sois prêt à la DCA sur le long terme et tu peux vraiment être en sous-performance de BTC pendant longtemps si tu as choisi mal. Et oui, il y en a certaines qui performent. En général, déjà, elles performent à moyen court terme. Mais après, attention, effectivement, à ce que vous faites, parce que c'est pas parce que vous êtes en gain sur une ou deux semaines qu'effectivement, bah, justement, vous n'êtes pas forcément tout le temps en gain par rapport, en tout cas, à BTC, en permanence, quoi. Clairement. Donc, le fameux narratif de la volatilité, j'avais fait un vocal déjà sur Telegram, pour le coup. Attention à ce fameux narratif où moi, j'ai vu des gros influx. Encore une fois, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour vous faire comprendre ce qui est important de comprendre là-dedans. Et j'ai vu que dès que la volatilité, effectivement, était sur des taux records, et c'est le cas, donc c'est assez intéressant, mais qu'au final, tout le monde s'est empressé de dire, ah les gars, ça y est, ça va remonter, la volatilité va revenir à fond, parce que justement, en fait, elle est au plus bas, et qu'historiquement, à chaque fois qu'elle était au plus bas, sur ces niveaux-là, eh bien, en plus, je l'ai là, en plus, la volatilité, je sais plus où elle est, sur Bevel, elle est là. Historiquement, elle est extrêmement basse. C'est une réalité. Alors, on est vraiment sur des niveaux records. Le truc, et c'est vrai qu'en fait, quand on parle graphique, c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours eu des gros mouvements derrière. Le truc étant que, c'est que déjà, en fait, la situation par rapport à la macroéconomie, elle est différente et elle est unique, surtout pour Bitcoin. Ça va prendre en compte. Et c'est pas parce que, en plus de ça, on est forcément au plus bas que forcément on va forcément revenir directement. Ça peut durer un bout de temps, surtout justement avec la macro qui est différente. Et en plus de ça, le marché évolue, le marché il change. On le voit au niveau des taux également d'illiquidité sur le marché. La liquidité, elle évolue également. Par rapport à la macro, plus le fait que le marché est de plus en plus professionnel aussi, pour moi, il faut vraiment faire gaffe à ces narratifs-là, surtout quand tout le monde vous dit au quart de tour en mode oui, ben ça y est, on a un gros coup de valade, un gros coup de valade, etc. C'est sûr, ça va revenir alors qu'en fait, bah, rien ne le garantit, surtout que on a toujours la question de la macro, quoi. Ah, mais de toute manière, il Euh, n'y a aucun indicateur, que ce soit, on a aussi entendu parler de H-Ribbon avec la pastille bleue, etc., machin. Il n'y a aucun indicateur boule de cristal, même s'il y en a qui donnent des récurrences qui sont super intéressants à regarder. Un indicateur à lui seul ne suffit pas à une analyse complète, à une analyse, qui tient la route. complètement. Complètement. On avait également le report des ETF. On avait également le report des ETF. Alors, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui... Salut tout le monde, c'est là qui reviennent. Euh, Sur le report des ETF, il y en a beaucoup qui sont en attente des dates, genre une telle ETF qui arrive dans un mois, deux mois, etc. Moi, ça, j'en ai rien à faire parce que de base, je prends la deadline la plus longue et du coup, le ETF de BlackRock qui aura des chances d'être le premier, il sera directement, du coup, c'est fin mars 2024. Vous voyez que pour le coup, mine de rien, il y a vraiment le temps. Donc, ouais, par rapport aux ETF, je vous dis la deadline de BlackRock, et en vrai, il y a moyen que ce soit, d'un point de vue US, le premier ETF qui arrive. S'il y a d'autres ETF qui sont approuvés entre-temps, ce qui, bon, je suis pas forcément très confiant, c'est possible, mais je pense que BlackRock, ça se validera aussi dans la foulée. Mais du coup, ETF deadline pour BlackRock, c'est fin mars 2024. Donc, vous voyez qu'on a quand même vraiment le temps, hein. On peut avoir un bon gros 6 mois, même plus, là, du coup, avant que ça se valide. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. On a vraiment de la marge par rapport à ça. Et là, je reste sur mes propos. Pour moi, il y a de fortes chances, si on balance un ETF spot, surtout si en plus c'est BlackRock, que ça, clairement, ça a des chances de déclencher soit une grosse correction de marché si on a déjà bien pump, soit directement un début de marché haussier.
clairement. Donc début de top, enfin top de marché en mode top du bull run, j'y crois pas trop parce que ça me paraît trop court en termes de data. Mais sinon qu'on lance carrément une grosse relance haussière ou alors un top local, moi ça me ferait tout à fait sens pour le coup. Au niveau du halving, ah oui, je voulais faire le rappel sur le halving, mine de rien, les gars, le halving, ça va être avril 2024, mine de rien, c'est bientôt. Et je veux dire, si je suis malin et que je suis institutionnel, bah oui, je prends en compte que j'ai des risques sur la macro, mais si je veux être malin, ben, je rentre avant le halving, enfin, je rentre avant ou au début du halving. J'attends pas que tout le monde, entre guillemets, rentre dans le train pour faire exactement le même cycle qu'on avait au halving précédent, etc. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un mouvement qui pourrait être anticipé? Attention au halving, pour le coup, c'est avril 2024. Pivot de la Fed, je l'ai d'ailleurs juste ici. Hop, hop, hop. Les fameuses data, ça c'est vraiment important de comprendre ça. Là, pour ceux qui comprennent pas forcément cette donnée, c'est extrêmement important. Vous voyez que donc le pivot, c'est quand on inverse la hausse des taux. Et donc là, pour l'instant, c'est prévu soit janvier 2024, soit mars 2024. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois on a inversé du coup la hausse des taux, donc on est reparti à la baisse, qu'on a redescendu la hausse des taux, à chaque fois, on a quasiment marqué le top au niveau du SP500. Et donc, SP500, forcément, forte influence également sur Bitcoin. Alors, ils ne sont pas 100% corrélés, mais ils sont quand même extrêmement corrélés. Donc, en général, quand SP500 il monte, BTC il va monter aussi. Et quand on a effectivement SP500 qui va corriger, ça va également avoir forte incidence du coup à la baisse directement sur Bitcoin. Donc à ne pas négliger, à voir comment ça évolue. J'ai vu que c'était très RS par rapport au discours de la Fed dernièrement d'ailleurs, Pablo, au niveau de Powell. Là, je sais pas suivi s'il y avait plus d'évolution que ça, mais j'ai entendu que c'était vraiment très plat au niveau du discours et qu'il n'y a pas trop de... Ouais, ben, c'est clairement ça, hein, on est enclin, enfin, on est enclin avec la data, en fait. On est en dessous des attentes, mais au-dessus de la data précédente. Donc, on est un peu en mode fair enough et on attend bah, la suite, malheureusement, tu vois. Et c'est ça aussi qui crée cette incertitude et potentiellement ce manque de volatilité et cette petite Ouais. reprise du dollar, etc. aussi sur le court terme. Enfin, sur le court terme, ça commence à faire aussi quelques jours que ça commence à remontouiller un petit peu sur le dollar. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, les choses se mettent en place petit à petit pour qu'on puisse potentiellement aller creuser un petit peu. Et on le voit déjà aujourd'hui, hein, c'est Ouais. assez sympa ce qui est en train de se passer. Et la question à se poser par anticipation, c'est si ça s'intensifie et qu'on reprend de la volate à la baisse sur BTC, qu'en sera-t-il du reste du marché? C'est ça la bonne question à se poser selon moi, actuellement. Par rapport aux alt, par exemple, tu dis? Au reste du marché, ouais, je vais exclure Ether de mon raisonnement. Mais ouais, les alts. Qu'en est-il du reste du marché si on commence à accélérer à la baisse sur Bitcoin là maintenant? Ah bah, le truc, c'est que... Alors, pour moi, le fait qu'on n'ait pas de volat, ça par contre, il faut vraiment le comprendre aussi. C'est un double effet qui se coule autant en positif qu'en négatif. Parce qu'effectivement, on peut avoir un gros mouvement sur BTC, mais effectivement, si au final ce gros mouvement, il vient vraiment là, maintenant, entre guillemets, et qu'on a vraiment un mouvement de correction, plus BTC a tendance à stabiliser, plus les altcoins vont pouvoir se faire la main. Mais si déjà les altcoins ont du mal à se faire la main, alors que BTC a déjà remonté et en plus il stabilise, je veux dire, c'est les conditions parfaites pour les altcoins. Et que les altcoins n'arrivent pas à prendre, ce qui était le cas actuellement. Les altcoins, elles ont quasiment pas pris. Je prends ma dominance sur les alts, ça a quasiment pas bougé. Ça a remonté un petit peu, mais si je prends un petit peu de recul, oui, ça a remonté un petit peu, mais ok, on est passé de 8% à 10%. Mais si je compare déjà à ma dominance BTC, voilà, pour l'instant, ok, on a perdu 2%. Donc oui, effectivement, les alts ont pris un petit peu, il y a eu un petit peu de mouvement. Mais on a pris un petit peu de mouvement sur une volatilité qui, justement, était historiquement faible. Donc, attention, parce que les alts n'ont pas fait non plus des énormes mouvements et pour le coup, elles avaient vraiment le temps. Et donc, le jour où, effectivement, si on reprend vraiment et qu'on intensifie effectivement la baisse, bah, ça peut faire des gros dégâts, quoi, effectivement. Merci de souligner, monsieur Pablo. Yep, toujours là pour que les gens se méfient des altcoins. Mhm. Du coup, ce que j'avais souligné également sur Ethereum, on a pas mal de points positifs. J'avais souligné ouais, Celo, qui est officiel, qui passe sur Ethereum, donc directement en mode layer 2. Il y a FTM apparemment qui prévoit potentiellement. On a forcément, bah, on a l'arrivée aussi de Coinbase avec la shitcoinerie, mais bon, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais ça fait toujours des layers 2 en plus. On aura toujours les autres layers 2 aussi, les ZK Sync, les Starknet, etc., qui vont arriver aussi progressivement. Donc la narrative
Pour l'instant, on n'a pas trop de narratif sur le layer 2. Après, on n'a pas eu de gros projets qui sont vraiment mis en place. On avait Arbitrum et Optimism. D'ailleurs, je vais revenir aussi sur Arbitrum. Et on avait des spéculations. Alors, il y a des personnes qui sont très bien passées dans l'écosystème, qui spéculent sur le fait que potentiellement, et c'est vraiment pas con comme idée, que la BNB chain, donc la blockchain en finance décentralisée, même si c'est pas la plus décentralisée, mais bref, en DeFi, euh, que la blockchain de Binance passerait potentiellement carrément en layer 2, donc directement en surcouche sur Ethereum. Et c'est pas complètement con, parce que quand on y pense, pour ceux qui n'ont pas forcément connu l'innovation et l'arrivée de la blockchain de Binance, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quasiment que Ethereum de fonctionnel avec un écosystème. Il n'y avait rien d'autre. Sauf que c'était ultra cher. La moindre transaction, c'était minimum 50 balles. Et je dis bien au minimum, le moindre truc. Et la blockchain de Binance est arrivée dans une période où, en fait, elle a rendu accessible au grand public la finance décentralisée. Avant, tu pouvais vraiment pas. Il n'y avait rien à faire. C'était que Ethereum. C'était ultra cher. Et je prends le 50, c'est vraiment le minimum du minimum. Pour avoir utilisé des frais bien plus que 50, à moindre utilisation, je peux vous l'assurer. Et pourtant, il n'y avait pas gros mouvement à l'époque. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tech en fait de la blockchain de Binance, bah en vrai, il n'y a rien d'innovant. Ils ont juste fait un copier-coller d'Ethereum. Mais du coup, avec quelque chose de plus centralisé qui permet également, entre autres justement, d'avoir des frais et des coûts dérisoires par rapport à Ethereum. Donc c'était le gros avantage. Le truc étant, c'est que justement, la plus-value n'a pas beaucoup. Et si on a une perte de force des autres layer 1, bah forcément, si on parle des autres layer 1, une blockchain qui était déjà pas très pertinente en termes de plus-value, si ce n'est d'être arrivée la première avec des frais minimes. Aujourd'hui, vous prenez Polygon, vous prenez énormément d'autres blockchains qui sont fonctionnées avec des vrais écosystèmes et de révéler plus-value. Je vais prendre des Solana, etc. On pourra dire ce qu'on veut. Solana, mine de rien, ça fonctionne toujours. Oui, la blockchain, des fois, elle bug, etc. Mais mine de rien, on avait des vraies propositions de valeur. Et la blockchain, elle est fonctionnelle, c'est pas cher et il y a pas mal de protocoles qui se développent dessus. Donc, et c'est vraiment pas les seuls. Quand on voit de plus en plus de chaînes qui se déportent également et qui tendent, entre guillemets, aussi à devenir également des layer 2 sur Ethereum, bah, plus ça va se concentrer, plus ça va faire également de dégâts sur les autres blockchains du coup de layer 1. Non, je sais pas Pour si ne pas. c'est, je sais peut-être que je t'ai renseigné à ce sujet-là. J'ai vu Hmm. aussi que bah, qu'il y avait qu'ils allaient avoir un roll-up sur Optimism, OP BNB là. Donc ils feraient plusieurs blockchains différentes. Je t'ai renseigné à ce sujet-là ou c'est Ah, justement ça me parle, mais ça me dit rien. le passage sur Ethereum qu'ils font par Optimism, tu vois. Je suis pas digue à fond à ce sujet-là. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques Ah, protocoles qui non, étaient ils font une autre dispo. blockchain, il me semble. Ouais, il me semble que c'est deux choses scindées, hein. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est une autre blockchain, j'avais vu ça, effectivement. Ça fait déjà quelques semaines, il me semble. Ouais, tu vois, 20 juin, j'ai la date là. Mais effectivement, en fait, ils lancent une autre chain directement sur Optimism. Ah, tu vois, sur Optimism. Donc, je t'avoue que j'ai pas trop creusé. Après, voilà, en fait, le truc, c'est que la token economics d'Optimism, ils sont bien marrants, mais c'est toujours pareil. Je sais que les gens font pas gaffe, mais elle est dégueulasse, hein, on va pas se le cacher. C'est le Déjà, seul point noir, franchement, c'est le seul point noir, puisque franchement, OP, là, ils ouais, sont en j'avoue train que, de se ouais, placer d'un point de vue fonda. Mec, ils sont en train de se très très bien se placer, OP. Et ils ont Days, Mantle, BNB, ils ont des gros clients avec eux, là, tu vois. oui, j'avoue que ça, ils ont vraiment bien développé, qu'ils ont bien poussé là-dessus. Mais le problème, Mais ouais, c'est vrai c'est que le token, c'est que tu vas te manger la pluie sur la tête comme jamais, en fait, là, tu vois. ouais, et surtout le token, il sert pas à grand-chose encore pour l'instant, quoi. C'est ça aussi. Ouais. Encore Il sert pas à récupérer ton gaz, grand-chose. c'est ça. Et les gens se sont dit, ouais, génial, Layer 2, le nouveau Layer 2, etc. Les gens, ils ont acheté, je sais très bien ce que les gens, ils ont fait, parce que j'en ai vu plein, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait le même move. C'est que Optimism, Arbitrum, ils sont arrivés. Ils se sont dit, c'est génial, c'est nouveau, il y a du volume. Du coup, ce que je vais faire, en plus, il y a des airdrops, tout le monde est content. Du coup, ça rajoute une petite valeur perçue parce que la communauté a été contente. Du coup, on vient brosser un peu dans le sens du poil Optimism et Arbitrum, et les gens ont acheté bah, du OP et du Arbitrum en fermant les yeux. Les tokens, ils servent à rien. On est en plein début d'injection, donc là, ça commence à être de mieux en mieux, mais c'est pareil, jusqu'à présent, les tokens ne servaient pas à grand-chose et on continue d'injecter. Et pour ce qui est d'Arbitrum, bah, c'est pareil, les gens ont acheté du Arbitrum, et là, la news justement qui est sortie, je sais plus où je l'ai chopé, je crois que c'est Evan qui l'a envoyé dans le Discord, mais je crois que c'est JDC d'ailleurs qui l'avait partagé. Oui, je l'ai partagé en story d'ailleurs sur Instagram, bref. Mais on a directement, donc ça c'était prévenu depuis un moment,
non, je dis des bêtises, je confonds avec, putain, avec Polygon. Je suis vraiment fatigué. Mais avec Arbitrum qui vont injecter du coup quasiment x2 sur leur supply. Mais ouais, on va carrément. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui ont acheté du Arbitrum, et c'est ce que je disais du coup sur les réseaux, je disais, mais les gars, GG à ceux qui ont acheté du Arbitrum, vous avez juste servi de liquidité de sortie, et au final, vous allez encore une fois resservir de liquidité de sortie. Parce que là, bah, en fait, le token, il a absolument pas performé, à part pour ceux qui étaient rentrés en pre-sale ou autre, etc. Mais ça, c'est plus de la levée de fonds en privé. Au final, bah, le token, vous voyez l'impact, il est juste dégueulasse en termes de pricing au final. Il a eu un petit pump au début, et puis c'est tout. Puis après, ça en va. Et là, on va multiplier la supply par deux. Donc, ça va être. Et c'est prévu pour, j'ai la date là, c'est mars 2024. Donc, mine de rien, effectivement, on a 6 mois, mais est-ce que vous croyez que sur un gros x2 d'un seul coup, la supply, elle va doubler, enfin, la supply qui va doubler, ça va avoir un impact positif sur le prix? On sait très bien que ça va plutôt faire des gains qu'autre chose. Surtout que c'est pareil, Arbitrum, mine de rien, il est quand même assez haut hein, en termes de ranking. Donc, on regarde jamais le prix, on regarde bien le market cap. RB. Je suis désolé, ce soir, je suis pas le plus productif du monde, je vous l'accorde, je suis encore à moitié dans les feuilles, là, je sors de maladie et je me rends compte à quel point j'arrive pas à trouver mon vocabulaire. Alors, déjà, on était seulement à un dixième, mais en plus, là, ils viennent de faire une annonce comme quoi, effectivement, ils allaient rajouter un gros x2 sur le supply maximal. Donc, vraiment pas bon pour le coup. Ah, mince. Cool. Ah, mais les gens, ils joignent pas direct aussi. C'est casse-pied. Ah, tu vois, c'est relou parce que du coup, je suis obligé d'attendre que les gens ils join. Ça, tu dois les rajouter manuellement à chaque fois. Là, je les approuve manuellement, mais ouais, c'est un peu relou. Hello, hello. Du coup, Et tout le juste monde. sur Arbitrum, je suis désolé, je mute juste pour le bruit, pour anticiper parce que y a plein de personnes qui font de la merde avec leur micro. Du coup, ouais, donc là, on a déjà un gros unlock, vous le voyez, mais il prévoit du coup de rajouter x2 sur la supply. Donc, j'ai pas le détail même. Je sais qu'il y a eu un article sur JDC qui est sorti, mais en plus, j'ai plus ma barre sur le Zoom. Je suis vraiment galère ce soir. Mais donc, ouais, Arbitrum, si vous dites, ouais, bah, trop bien, je vais acheter des Layer 2 et je vais acheter du Optimism et du Arbitrum, bah, attention à Arbitrum parce que du coup, gros x2 sur la supply. Et pareil, au niveau de la token economics, sur Optimism, c'est pas fou non plus parce qu'on est en train d'injecter, mine de rien, un max. Vous l'avez ici. Et là, vous voyez à quel point, mine de rien, ça injecte assez fort. Et là, ça vient juste, tout juste de start depuis juin 2023, on a un gros ajout en plus. Donc, si vraiment on voit le token qui effectivement prend une belle tournure par la suite, au bout d'un moment, même si on arrive à injecter par la suite et que sur le graphique, bah, en fait, on a Optimisme qui arrive quand même à se relever malgré l'inflation ou l'injection monétaire, parce que l'inflation, c'est l'impact sur le prix, mais c'est plutôt du coup l'injection monétaire. Et que malgré ça, on a vraiment des beaux patterns qui continuent de se construire, sachant qu'il est quand même déjà haut aussi, hein, l'optimisme. Donc, le potentiel gain, vous n'allez pas forcément faire des gains énormes sur optimisme, parce que je crois que ranking, il est au moins dans le top 100 de sûr, je sais pas combien il est. Ouais, vous voyez, il est déjà 42e, donc mine de rien, le ranking, il est vite vu, hein. Et Arbitrum, il en était où? Ah, bah, Arbitrum, ça va vraiment faire des dégâts, je pense. Ouais, il est 39e, il va prendre cher, Arbitrum, c'est sûr, hein. Arbitrum, c'est sûr qu'il va prendre cher. Et le marché va l'anticiper, hein, je vous le dis, hein. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, quand on regarde le prix, le marché l'a déjà anticipé, hein. Il a déjà commencé, hein. Donc ça, c'est sûr que ça Là, va anticiper ça. moi, je suis quasiment sûr que déjà, enfin, je suis pas sûr parce que j'ai pas de preuves, mais je suis prêt à parier et que le taux de réponse favorable soit dans mon sens, que cette bougie-là, elle est pas anodine et qu'il y a déjà des mecs qui savaient au niveau de la news. Mais ça m'étonnerait même pas. C'est pas du tout irrecevable comme postulat. Ouais. Donc, ouais, les layers 2 à suivre, mais à suivre quand les tokens économiques sont corrects. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment pas fou. Donc, point positif après pour Ethereum, hein, c'est savoir que du coup, tous les layers 2,
ils payent leur loyer à chaque fois sur Ethereum, quoi qu'on se fasse, même si on n'utilise plus directement Ethereum, il y aura toujours des gros poissons et des grosses collectes ou des gros mouvements pour utiliser Ethereum. À mon sens, on n'est pas prêt de voir la fin d'utilisation des particuliers sur Ethereum, mais dans tous les cas, même si par la suite, je dis une bêtise, au prochain cycle, dans 3 4 ans, même plus loin, on n'a plus du tout d'intérêt à utiliser Ethereum, ce que je vois difficilement en tant que particulier. On aura toujours tous les layers 2 qui, en tout cas aujourd'hui, ont besoin d'utiliser et de payer leurs fees et leurs frais directement en Ether. Donc ça m'étonnerait que Ether perde sa pertinence en termes d'utilisation et en termes de coût, tout simplement. Donc Ethereum, gros point favorable encore une fois, et il garde sa force. Il y avait une petite news une rumeur plutôt sur le Shiba là. J'avais partagé dans le Telegram. J'ai 40 000 onglets parce que du coup, je vois pas les autres onglets que j'ai au-dessus. C'est pas très pratique. Après, on va splitter du coup parce que je n'ai pas non plus. On split pendant 150 ans. Mais du coup, je l'ai partagé un peu plus haut. Euh, Ouais, lancement de la mission Dodge One. Moon est prévu du 15 au 20 novembre. Donc c'est pareil, ça peut être décalé. Mais en fait, ils ont prévu du coup de mettre à l'effigie, de mettre en avant du coup Dogecoin en avant là-dessus. Donc à chercher. J'ai pas creusé, je vous avoue, sur la news là-dessus. Pour ceux qui aiment des gènes, bah, pourquoi pas effectivement anticiper du coup la nouvelle, entre guillemets, achetée à ce moment-là, surtout qu'en plus le graphique, mine de rien, bah, du Dogecoin, si je prends en compte que, enfin, si je néglige un petit peu, entre guillemets, le fait que la supply, elle soit infinie, parce que la supply est infinie, donc là, on est quand même le dollar, hein, niveau capacité monétaire, mais le graphique, en soi, on est quand même sur un point bas, donc encore une fois, une personne qui veut, entre guillemets, spéculer sur un Dogecoin parce qu'il y a la news, etc., à voir ce que vaut la news, why not? Je suis vraiment pas fan parce qu'on est sur le gambling, et en vrai, il n'y a aucun signal technique intéressant, concret, il n'y a rien du tout pour l'instant, mais, euh, mais ça peut être un coup à jouer, potentiellement. Confirmation technique serait sympathique. Ouais, ouais, à attendre, quoi. On attend toujours. C'est ça, On attend c'est toujours. ça. C'est confirmation dump, là. Après, là, c'est pareil, on a BTC qui appuie, donc forcément, il y a toutes les alts qui prennent cher. Un peu normal. Il y en a certaines qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu pour le moment. Mais Ouais, bon, j'ai vu, mais si le truc, c'est que c'était le ça, truc qui était déjà top performer et BTC, il vient à peine de corriger là, en fait. Donc, bon. ouais, ouais, non, mais clairement, comme on disait précédemment, voilà, si ça commence à s'accélérer sur BTC, les alts, ils vont pas faire les malins pendant longtemps, hein. Ouais, ouais, clairement. Donc, pareil, alors, il y avait une trend que j'ai soulignée, je l'avais posée sur le Telegram aussi, mais du coup, cette trend-là, au début, je l'ai trouvé vraiment pas propre du tout. Et why not? En vrai, je l'ai quand même gardée, je l'ai quand même tracée, à voir ce qu'elle donne. Elle est pas très réglementaire, pour être honnête. Mais après, bon, elle a un peu de sens. Donc, à voir si le marché vraiment la confirme ou pas. Là, pour l'instant, on a une certaine correspondance aussi avec ce rebond ici. Donc, on a quand même pas mal de contacts, mine de rien. Donc, affaire à suivre par rapport à celle-ci et surtout voir si le marché réagit. Donc là, si je la prends en compte, ou en tout cas, si je la garde ne serait-ce que pour voir ce qui se passe, bah, en fait, je suis vraiment bloqué, du coup, entre ces deux trends, sont justifiées et celle qui est justifiée. Donc, la verte et la rouge. Donc, affaire à voir. Là, j'ai du coup une espèce de compression qui va se créer. J'attends de voir si on a une résolution, si on a des beaux marquages ou pas. Mais ça peut être intéressant, effectivement, de voir comment on réagit. Je veux juste pas qu'on casse celle-ci, là, au niveau du support, la droite de tendance haussière. Parce que si on la casse, là, celle-ci, ça peut, euh, ça peut faire flipper plus d'une personne. Donc, bon, après, on a quand même des beaux supports. Mais pourquoi pas après aller chercher peut-être un petit épaule tête épaule juste ici, pourquoi pas. Tac tac tac. Et après une tentative d'attaque baissière pour ensuite potentiellement repartir et trap tout le monde potentiellement. Mais j'espère quand même garder ce fameux support du coup en droite de tendance parce que sinon ça peut vraiment piquer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. ETF j'en ai parlé. ETF Spot Europe, j'en ai parlé vite fait sur le Telegram, mais c'est pareil, ça va être un bon point, mais ça va avoir de l'impact positif pour Bitcoin, mais pas autant que si c'était un ETF du coup en spot sur les US. Donc c'est déjà acté, hein, il est déjà disponible, je crois que c'était à Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est Donc ça va ça. mettre la pression aussi au reste du monde, aux autres entités. Mais en vrai, les grosses entités, si elles veulent retarder et décaler de 3 à 6 mois, voire un peu plus, ils s'en fichent un petit peu d'avoir du retard, même si effectivement ils peuvent, entre guillemets, perdre, entre guillemets, un petit peu de part de marché, mais ça va être tellement dérisoire qu'en vrai, Moi, je pense que c'est même pas comme ça qu'ils réfléchissent. En vrai, je pense que c'est plus, ils nous envoient au casse-pipe et s'il y a un problème avec un ETF Bitcoin, bah, ce sera pendant la période d'essai en Europe. Et s'il se passe aucun problème, bah, ils nous auront envoyé au casse-pipe pour voir si la voie est libre et ils arriveront de toute manière, je pense, à prendre la majorité des parts de marché, tu vois. ok, ouais, ok. Ouais, ouais, carrément, mais ouais, je trouve ça tellement dérisoire pour justement pour les US et les gros poissons que je me dis qu'effectivement, C'est ça, exactement. Totalement d'accord. hmm, ouais. Il y avait eu un truc qu'on a beaucoup parlé aussi dernièrement là, c'est le short de Michael Burry. Je vais passer rapidement parce que j'en ai déjà parlé aussi dans le Telegram. Mais il a commencé à short au premier trimestre, donc entre janvier et mars 2023. Sauf que c'est une personne qui a shorté pendant plus de 2 ans la crise de 2008. Donc c'est le fameux film The Big Short. Mais justement, moi je me dis que s'il a commencé de short juste là, c'est que peut-être qu'on a de la marge. Et en vrai, on a parlé justement du fameux pivot. Bah, le pivot, il est prévu début d'année 2024, plus ou moins à faire à suivre si le marché aussi l'anticipe ou pas. Mais en vrai, pour l'instant, il a juste short une hausse parce qu'il a, du coup, il a longue, enfin, il a short du coup par ici sur cette date-là, et vous voyez bien que le marché a fait derrière, il a fait que pump. Donc ça peut corriger, on peut vraiment revenir bas. Après, je sais pas si tu as des targets que tu sens envisageables, Pablo, sur l'SP500 ou pas, du coup. Ouais, bah, le premier niveau que j'aimerais regarder, bah, naturellement, il y a les 4330. Et après, la zone des 4100, 90, 4200, qui serait potentiellement intéressante. Surtout la zone des 4200, puisqu'on a eu un point de contact en juin 2022, en janvier 2023 et en mai 2023. On avait eu un trap par-dessus en août. Après, on avait tapé le bottom. Mais cette zone de 4002, pour moi, elle est vraiment importante. Et je pense qu'il serait difficile, ou en tout cas, enfin, c'est une zone qui sera très, très défendue. Euh, et si, par contre, on venait à passer en dessous, ce serait parce qu'il y a des choses plus graves qui nous sont tombées sur la tête. Hmm. Ouais, je t'avoue que j'étais. Moi, c'est vraiment la première zone que j'ai envisagée au niveau du rebond. Et après, à voir effectivement comment on s'exécute par rapport au rebond. Mais en vrai, ça m'étonnerait même pas que tu vois, on ait une tentative de rebond et qu'en fait, on continue de creuser un peu plus. Ça m'étonnerait pas tant que ça, ouais. Parce que le marché, alors peut-être pas les petits poissons et les retails, mais j'ai tellement de gros contacts qui me disent là, j'ai plein de folios, etc., qui eux attendent une correction. Donc, vu qu'on est au début de la correction et qu'en vrai ça peut aller vite, je me dis qu'il y a beaucoup de gros poissons et si le move va être attendu, il peut être poussé très fort pendant un certain temps. C'est ça, c'est que à partir du moment où le mouvement il commence à s'imbriquer et qu'il est porté par Ouais, les gros poissons, au bout d'un moment, ouais, tu peux pas lutter entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. ça se pourrait, ça se pourrait qu'il y ait volonté de nuire entre guillemets, de faire un maximum de peur. Et c'est surtout après, voilà, les dommages collatéraux. Si on a un S&P qui revient à 4002, euh, qu'en est-il du marché des cryptos? Tout à l'heure, je parlais juste des altcoins, mais qu'en est-il du marché des cryptos si le S&P revient à 4002? Est-ce qu'on va avoir la résilience euh, de drawdown moins que la bourse tradi ou est-ce qu'on va prendre super cher? Moi, je suis pas convaincu qu'on ait forcément autant d'impact. Ça va dépendre en fait de la dynamique, de la véracité. Si on est agressif très rapidement, ça va être chaud à tenir. Si par contre on a des rebonds, qu'on a un tempo pour redescendre, on pourra le tenir et on pourra remonter. Moi, je le pense sincèrement. J'avais le débat la dernière Ouais, fois là, ouais, ouais, faut avec, voir. euh, avec des collègues, c'est que je me dis en vrai, on peut, à mon sens, même si on vient chercher un ATL, du coup, donc un point le plus bas du coup depuis 2022 sur le SP500, pour moi, on peut très bien être ici au niveau des 3500 sur le SP500 et avoir un Bitcoin à 20K. C'est pas quelque chose qui me, même au-dessus, c'est pas quelque chose qui me paraît impossible pour le coup. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que de l'autre C'est vraiment côté, pas sur quelque chose qui Bitcoin me paraît aussi, il y a des impossible. zones qui seront énormément défendues, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Honnêtement, et quand on voit qu'il y a plein de gros poissons qui ont accumulé max là, vers les 28 000, 29 000, 30 000 et tout, bah oui, ils vont être en rouge. Et forcément, si la macro, elle saigne, et puis ça attend depuis un an, donc forcément, ça part une pression baissière. Après, au bout d'un moment,
S'il y en a énormément qui vont acheter à 25 000, à 30 000, t'inquiète qu'ils vont racheter à 20 000. Et pour moi, je pense qu'après, à voir, on verra comment le marché évolue et ce qui se dit et par rapport à la peur, par rapport à comment c'est soutenu. Mais au vu des derniers mouvements, on a eu un petit peu de soutenance, donc affaire à suivre par rapport aux derniers mouvements. Et là, le dump qu'on a eu sur BTC, il était pas, j'ai comparé tout à l'heure les data, vraiment en détail. Et quand on a eu la grosse bougie sur Bitcoin, on n'avait pas de grosse bougie sur SP500. C'est pas directement le Ouais. SP500 qui a fait le move. Et même Et le encore dollar, actuellement, là, on est à moins 0,4 sur le S&P, on est à moins 2,90 sur le BTC, tu vois. ouais, effectivement. Effectivement. Et même le dollar, en vrai, il n'y avait pas une énorme poussée. Donc, en vrai, je me dis, est-ce que c'est pas des mouvements vendeurs uniquement sur BTC parce que les gens avaient envie que ça dump, que ça vende? Moi, je vois plus ça, en tout cas pour l'instant, hein, vraiment à court terme du dernier mouvement, plutôt qu'une réelle pression baissière du SP500 ou du dollar, pour le coup. Mais déjà, tu vois, pour reparler à des zones qui seraient potentiellement énormément défendues, sur Bitcoin, déjà, tu viens retester les 25 à 3, 25 à 4. Ah oui, bah, bien sûr. Ouais. Tu as des 38% de Fibonacci, tu as le lot avant qu'on aille faire le top annuel. Elle est pas jolie, mais elle fait le taf. Tu as une grosse épaule tête épaule inversée weekly Hmm. sur laquelle tu irais retester une deuxième fois la neckline. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, il y a énormément de points techniques qui tombent dans ces zones-là. Et en plus de ça, ben, enfin, le marché va vouloir défendre son lot à 25, enfin ouais, il était combien? À 24 800, je crois, c'est ça? Comme ça. Et avant de péter au top annuel, tu vois. Avant qu'on repasse sur une théorie de dos potentiellement baissière et qu'on aille faire des points bas de plus en plus bas, je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose de plus grave qui nous tombe sur la tête, puisque autrement, il y a de fortes chances que ce soit ardument défendu. Ouais. Après, un truc que j'ai souvent vu, et on le retranscrit d'ailleurs ici, et ça se retranscrit d'ailleurs ici, c'est que le marché il joue souvent l'équilibre et elle joue souvent des zones de polarité. Par exemple, si là je pourrais tracer justement une tendance où on voit qu'on vient chercher, on vient traquer en dessous et on joue en dessous souvent. Et là, on a des gros patterns de l'espace qui sont ultra positifs. Et inversement, c'est quand je passe cette grosse zone-là, bah, effectivement, on n'est pas à 20 000 près, mais on est plutôt sur la zone des 30 000 qui est ultra symbolique. Et puis, je pourrais même, tu vois, faire une grosse moyenne des deux, parce qu'au final, ce que j'allais dire, c'est que au niveau des 30 000 dollars. Là, on a bien une grosse zone, on vient jouer au-dessus, on crée des gros patterns. On pourrait même y voir l'espèce d'épaule tête épaule très déformée qui semble absolument à rien, mais un gros pattern où on a bien effectivement une dynamique qui on voit bien qui est ultra baissière. Et derrière, on vient la percer. Et souvent, ce que je vois en fait le marché, c'est que souvent, il prend une zone médiane et il joue une fois en dessous, il passe, il est net, il joue une fois au-dessus et il repasse en dessous. Et souvent, il fait ça. Et ça, je le vois tellement souvent sur le marché. Et donc là, on a entre les 20 000, entre les 30 000 et là les 25 000 qui est en train justement de se repositionner sur cette médiane des deux zones-là qu'on a déjà eu précédemment. Ah oui, bien qu'on a joué en dessous, là on a joué au-dessus à chaque fois. Et là, on a sur cette zone des 25 000, vous le voyez, c'est exactement ce que j'ai dessiné là au-dessus. C'est exactement ce même concept. C'est-à-dire qu'on a une zone de polarité juste ici qui vient jouer. Et puis là, on a en plus une énorme épaule tête-épaule qui est juste ici. Si je la mets par exemple en weekly, en plus, je suis désolé, les amis, je suis sur le Mac, donc c'est pas aussi fluide que d'habitude. Ça changera par la suite, mais là, j'avais un contretemps. Donc là, on a Non, bien puis en une plus, épaule, une tête et une épaule, et on a un signal extrêmement puissant. Et en plus de ça, on vient là tag une ta séance, donc un signal aussi extrêmement puissant, extrêmement haussier. Mais surtout qu'en plus, on vient, voilà, comme je disais, on vient jouer sous cette zone de polarité, et là, on repasse dessus et on reste au-dessus. Donc pour moi, potentiellement, on peut essayer, tu vois, de la franchir, rejouer un petit peu en dessous, et après repartir au-dessus, tu vois. totalement. Et ça, je le vois tellement souvent, hein. Sur le marché, je vous dis, je suis full-time sur la crypto depuis 2019. Et ça, alors, je sais pas si c'est quelque chose de récurrent sur les autres actifs, mais je le vois tellement souvent sur la crypto et pas forcément que sur Bitcoin. C'est extrêmement récurrent. Mais du coup, sur l'on-chain, on a quand même des choses qui sont, je trouve, assez intéressantes. Là, vous, du coup, vous avez les holders. Sur les longues short termes réalisés, donc c'est les prises de profit ou pas. Et donc, il me semble que sur le rouge, c'est ça. Le S, vous avez long terme donc réalisé, donc c'est les holders long terme et holders court terme. Et on voit que sur le short, donc le court,
On a bien effectivement des prises de profit qui se réalisent, donc qui augmentent sur le court terme, mais qui sur le long terme décroîtent. On a vraiment en fait pour le coup des prises de profit qui sur le long terme, bah, si on a moins de prises de profit, forcément c'est qu'on tend vers une accumulation, alors qu'effectivement sur le court terme on a plus de prises de profit. Donc court terme effectivement il y a du coup les sorties de marché qui sont exécutées, alors que sur le long terme c'est l'inverse. Donc est-ce qu'on n'a pas juste un petit excès au final à court terme haussier pour par la suite dès qu'on va rééquilibrer la chose pour pouvoir repartir? C'est en tout cas vraiment le sentiment qui se dégage là-dessus. Et pareil, au niveau de cette deuxième métrique, long terme, short term holder. Donc, au niveau de la trésorerie, donc pareil. Là, on a au niveau short et donc court terme, tout simplement au niveau de la supply, donc la quantité directement qui est détenue. On a bien effectivement du court terme qui cesse effectivement pour le coup de perdre sa supply. Donc, sur le court terme, effectivement, il y a bien du déchargement, donc des prises de profit qui sont encore prises. Et pareil sur les holders du coup long terme. On a également, pareil, des capitaux qui continuent de monter. Donc, on a bien des holders à long terme sur la même métrique qui continuent de holder pendant que ça décharge sur le court terme. Donc, au vu des métriques et au vu de cette fameuse barre de 25 000, ça corrèle un petit peu déjà avec ce qu'on a vu avec cette zone médiane du coup des 25 000. Est-ce on ira extrêmement bas sur les 25 000? Je suis pas forcément convaincu, mais en tout cas, c'est ce que nous souligne également cette partie de l'on-chain. Encore une fois, pour souligner celle-ci qui ne va que dans ce sens-là et qui ne cesse que d'appuyer ce qui se passe un petit peu ces dernières semaines. Donc, on a encore des confirmations. Hein, là, pour le coup, c'est des données qui sont extrêmement fraîches. Et là, on a long-term holder réalisé, donc profit par rapport aux pertes. Donc ce qui est en vert, c'est que c'est un profit, ce qui est en rouge, c'est que c'est en perte. Sur les holders, donc les investisseurs qui ont gardé leurs actifs sur le long terme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, OK, on voit par exemple les zones de perte pour les investisseurs. Donc déjà, quand on les zones de perte, bah, vous le voyez historiquement par rapport aux différenciers qu'on est sur des data qui sont extrêmement pertinentes. Mais surtout, ce que je voulais souligner et que je trouvais ça quand même assez intéressant, même si on n'a pas énormément d'historique, c'est également les moments où on va voir ces premières zones effectivement de perte pour les holders long terme qui ont été comparées du coup en termes de temporalité par rapport au début de la zone. Alors là, on prend celle-ci, bon, elle est potentiellement négligeable hein, pour le coup celle-ci parce qu'on voit qu'elle est pas forcément extrêmement significative. Mais par rapport au début de la zone, si déjà on prend effectivement cette transition et même qu'on rajoute les 650 pour cut un petit peu effectivement cette notion-là, ça nous fait à peu près 550 pour la 700 et pareil, elle est assez bien représentée. Et là, on est seulement à 600 jours, donc c'est très approximatif. C'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre. Mais si on pouvait avoir, encore une fois, une légère continuation pour une légère correction et retourner, par exemple, rechercher un petit peu aux abords de ces 25 000, bah, au vu de cette donnée uniquement, et je dis bien uniquement de cette donnée-là sur la partie on-chain, c'est pas quelque chose qui me semble complètement aberrant. Encore une fois, un point de vue analyse technique, pour moi, la zone des 25 000, je vois difficilement retourner en dessous sans gros catalyseur très agressif, parce que la zone est extrêmement défendue et d'un point de vue technique, elle est extrêmement puissante. Mais d'un point de vue on-chain, c'est pas aberrant. On aurait potentiellement une petite attaque. Mais attention, parce que justement, on arrive déjà à la fin de saison et vous l'avez vu sur le long terme, on a quand même une vraie accumulation qui est toujours en place. Donc attention potentiellement à ceux qui seraient trop gourmands. Ça se trouve que justement, cette potentielle, c'est pour ça qu'il y a potentielle correction sur le court terme, pourrait ne pas être aussi non plus très agressive, aussi agressive que ce que certains attendent, parce que justement, on est quand même déjà bien avancé, déjà sur les métriques. Et si moi je le vois, je vous le dis, je suis vraiment pas le seul à le voir. Parler sur la partie trading vs investissement. Mais du coup, il y a pas mal de choses à dire par rapport à tout ça. Donc, moi, je suis vraiment focus sur la partie investissement principalement. Donc, pour plusieurs raisons, il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients dans les deux camps. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, j'ai vraiment des avantages et des inconvénients. Et en tant que trader, j'ai également des avantages et des inconvénients. Totalement. Moi, ce qui a fait, par exemple, pour vous faire comprendre un petit peu de pourquoi je me suis vraiment focus sur la partie investissement et pourquoi j'y suis resté, alors que pourtant je suis full-time et que du coup je pourrais vraiment m'y mettre sur la partie trading. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur la partie mainstream. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la partie psychologie et performance. Mais je me suis dit, je préfère travailler et mettre de l'énergie sur ce qui va permettre de contribuer le plus et qui va pouvoir correspondre à le plus de personnes. Parce que l'effet communautaire, parce que le plus d'impact, et parce qu'en plus de ça, le fait de travailler en investisseur, c'est beaucoup plus accessible, et en plus de ça, du coup, c'est beaucoup plus facile de créer un mastermind autour de la notion d'investissement que directement en trading, parce que les paliers d'acquisition, entre guillemets, de passage sur un niveau qui, entre guillemets, arrive à être correct, vont être plus exigeants.
Et du coup, je me suis dit, bah, c'est beaucoup plus accessible de juste en partie investissement. Et en plus de ça, les gens, ils ont soit tendance à faire, entre guillemets, d'investissement un peu en dilettante, ou alors rapidement passer effectivement sur la partie trading pour vraiment optimiser. Ben, moi, j'ai voulu rester sur la partie investisseur pour vraiment optimiser, pour garder les choses le plus mainstream possible, tout en, on va dire, pouvoir délivrer vraiment une notion de performance, tout en restant investisseur. Et grâce au marché crypto, et ça, je le vois très peu dans d'autres marchés, mais on peut vraiment se permettre de faire du court terme, du moyen et du long terme grâce au marché crypto, grâce justement au play to earn, grâce au move to earn comme Stephen que vous avez connu, grâce justement au levée de fonds qu'on a eu sur les différents launchpads par exemple, etc. Et il y a tout un tas de possibilités de sectorielles qui sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure de manière tellement diverse et variée. Par exemple, si vous faisiez accoupler des petits Axie Infinity sur les jeux de play to earn, il y avait juste à faire reproduire et avoir un petit peu de stratégie sur l'économie du jeu par rapport aux différentes créatures. Donc ça, c'était vraiment pas compliqué. Par exemple, ça a duré qu'un temps. Mais ce que je veux dire, c'est que cette acquisition de compétences sur l'écosystème, elle est vraiment pas compliquée. Il suffit de s'intéresser à ce sujet. Moi, j'avais des personnes pareilles qui, eux, aiment bien courir. Ils étaient juste intéressés à Stephen. Ils comprenaient pas forcément d'autres mécanismes plus poussés. Ils sont juste intéressés à Stephen au cas particulier et ils ont réussi facilement à faire de l'argent avec Stephen, alors qu'au final, ils n'avaient pas forcément des capacités de trader. Et ils ont pu le faire sur du court terme et sur du moyen terme. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que ça m'intéresse parce que ça me permet d'optimiser, d'aller chercher la performance et d'obtenir de gros résultats, même pour des personnes qui restent investisseurs et du coup accessibles au grand public pour le coup. Et c'est important aussi de notifier que 90% des investisseurs qui investissent sur le long terme gagnent Hmm. et que 90% des traders, day traders qui font du court terme, crament la totalité de leur argent la première année. Ça, c'est important de le garder à l'esprit et ça va très bien avec les propos que tu disais, puisque être du côté investissement de la force ne veut pas dire oh là là, je vais avoir moins de rentabilité, oh là là, je vais avoir moins de performance, etc. Et surtout avec le marché crypto qui peut t'offrir des multiples de malades. Par contre, c'est intéressant aussi de développer des compétences, selon moi, en trading et justement de pouvoir développer son agressivité sur le court terme, puisque derrière, quand tu arrives à gérer les produits dérivés et à t'en servir correctement, ça offre vraiment certains pouvoirs que tu n'as pas si tu fais juste de l'invest. Et, euh, et Mais ça qu'est-ce qui a fait vraiment, du coup, bah, Pablo, que tu t'es vas-y, dis-moi, vraiment... Ouais, dis-moi. quels sont les éléments précis qui t'ont vraiment donné envie du coup de te focus sur la partie trading plutôt qu'investissement d'un point de vue personnel? Bah, moi, au début, enfin, à la base, j'avais commencé par le trading. Moi, j'avais juste acheté des cryptos et je m'étais pas pris la tête au début, tu vois. Et moi, je m'étais full trigger sur le trading au début. Moi, j'ai fait un an de Forex avant de me mettre full-time crypto, puisque bah, voilà, moi, j'ai commencé en 2019 aussi, à peu près en même temps que toi. Et, voilà, après, quand il y a le marché aussi qui a commencé à arriver, et que j'ai eu mon bag de crypto qui a commencé à pump, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus et beaucoup plus passionnément à la folie, jusqu'à m'y retrouver à 100% dedans et à délaisser le marché du Forex, puisque je préfère centrer toute mon énergie sur un seul marché et être le mieux imbriqué possible dans mon environnement, puisque être un peu sur le Forex, un peu sur la bourse trading, un peu sur la crypto et machin, être partout selon moi, c'est être nulle part. Donc j'ai préféré concentrer toute ma force sur le trading crypto et bah, enfin voilà, j'ai développé ma stratégie en tant qu'investisseur et ça représente la majorité de mon activité, mais j'ai aussi une part de mon portefeuille qui me permet de trader et d'aller utiliser par conséquent des effets de levier. Euh, la contrepartie de ça, c'est que tu as une liquidation et que tu peux te retrouver à ne plus avoir le token et ne plus avoir le dollar. Alors que quand tu es un investisseur, tu auras toujours les tokens. Le seul problème, c'est que ça peut perdre moins 99. Et ça, on l'a vu en 2022. Il y en a plus d'un des tokens qui ont perdu moins 99. Le trader, il va prendre des liquidations. Par contre, à condition d'être mature et d'avoir une vraie bonne stratégie de money management, tu as la main mise totale sur le drawdown de ton compte. Alors que quand tu achètes en spot, c'est indépendant de ta main s'il fait moins 99 ou pas. Alors qu'un Ouais, trader, c'est... il va pouvoir gérer son money management à condition de bonne psychologie, à condition de stratégie basée sur des mathématiques. Enfin, t'as vraiment pré-shot ta stratégie. C'est pas juste ouais 1% par trade comme vous voyez chez vos youtubeurs là.
Tu vois, Hmm. c'est ça le truc. C'est que, Et il y a vraiment, qu'est-ce qui t'a fait du coup choisir la partie crypto? C'est uniquement parce qu'il y avait une partie communautaire ou, euh, ou vraiment parce que tu as décelé des avantages sur le marché crypto que tu n'avais pas sur d'autres marchés en tant que purement trader ou pas du coup? non, en termes de trading, enfin, ça nécessite une petite adaptation, mais en gros, le forex, tu trades dans l'eau. Et enfin, moi, en tout cas, quand j'ai tradé le forex, c'était avec un système de l'eau, donc les calculs de position, etc. C'est pas tout à fait pareil qu'avec les effets de levier, les types de marge, etc. Enfin bref, t'as deux, trois petits trucs à prendre en compte, mais globalement, c'est pas bien compliqué. Et une fois que tu as le process et que tu es vif quant à la prise de tes positions, le calcul de ton money management, etc., derrière, tu peux aller vers une certaine forme d'efficience, tu vois. Mais bien sûr que ça nécessite aussi des compétences pour être vraiment à l'aise avec ces outils de trading, avoir les bons réflexes, être bien imbriqué dans sa stratégie, l'avoir bien peaufiné, etc. Enfin, c'est énormément de travail. Ça va nécessiter un investissement qui est, selon moi, supérieur à celui d'un investisseur très long terme qui va se la jouer sur 10 ou 20 ans. Euh, puisque, ben, comme je le disais précédemment, tu as la mainmise totale sur le drawdown de ton compte, mais tu peux aussi, puisque c'est la psychologie humaine, hein, cramer ton compte Tout très très cramer rapidement et très arriver en rapidement. mode Ok. dernière bataille, survie et la martingale. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Hmm. c'est comme ça que la majorité des gens crament leur compte la première année. Tu vois? Ouais, ouais. Alors que On ouais, leur donne mine de les rien, en manettes, tant mais ils finissent quand même qu'investisseur, dans le mur. Tu vois? ouais, ouais. Alors qu'investisseur, alors il y en a qui arrivent, hein, en vrai, en tant qu'investisseur, à cramer tout leur capital très rapidement. T'as acheté au Mais top bien et t'as sûr. hold pendant un an et tout le marché baissier, t'as fait divisé par 10. Bah oui, t'as pas tout perdu, mais techniquement, pas retiré, pas gagné, quoi. Donc pas vendu, pas perdu, c'est Oui, c'est bien. ça. Mais quand t'as fait les mauvais choix, que ça remontera pas, ça va être compliqué. Après, du coup, ouais, par rapport à la partie investisseur, c'est vrai que la base pour avoir déjà des résultats est beaucoup plus accessible que la partie trading. Et c'est vrai que pour commencer à upgrade tes résultats, c'est pas forcément très exigeant en tant qu'investisseur à partir du moment où tu as une bonne base. Et je veux dire, une bonne base, tu hold du BTC en soi. Si tu la hold plus de 4 ans, statistiquement, en 99% des cas, tu es gagnant à chaque fois, quoi. Ouais. Ah, mais en plus, le Hmm. marché crypto, franchement, enfin, là où il faut quand même souligner une chose qui est assez intéressante, c'est que si jamais t'es pas trader, mais que tu es quand même sur le marché des cryptos, tu vas quand même pouvoir prétendre à des rentabilités qui sont zinzin, si je puis dire, alors que, enfin, à la base, les gens, ils s'intéressaient au trading, à l'époque où il n'y avait pas les cryptos, tu t'intéressais au Ouais. trading ou aux effets de levier, etc., pour aller surperformer le S&P 500, qui faisait en moyenne 8% par an. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, ouais. là, avec la crypto, T'as si une on lisse sur alternative. 10 ans, Ouais. tu fais le score. Et en fait, la question vient à se demander mais en fait, est-ce que j'investis et je me prends pas la tête et j'ai quand même un multiple, une rentabilité de zinzin si je regarde sur 10 ans, euh, rentabilité que certains traders n'arrivent même pas à avoir en se cassant la tête toute la journée sur les graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est là où il faut réfléchir. Est-ce que le trading est au service de mes finances ou est-ce que je suis juste en train de me croquer le cerveau et de mettre et du temps et de l'argent? Parce que c'est ça le truc du trading aussi, c'est que tu mets et Ouais. du temps et de l'argent et que tu peux te retrouver à repartir bredouille, tu vois? Ouais. Donc, Ça, il c'est y un truc que les gens a se rendent vraiment pas compte. Je te coupe, de excuse-moi. ouf. Mais Ouais, vas-y, vas-y. que si vous prenez la majorité des traders, ils vont être perdants par rapport à des simples investisseurs. Et ça, c'est une réalité. Et en vrai, quand on voit effectivement déjà la volatilité et les rendements, juste effectivement au zinzin pour reprendre tes mots, qu'effectivement, il faut être un peu patient parce que si tu arrives au marché haussier, bah, tu dis mince, il faut que j'attende encore, entre guillemets, au minimum plus ou moins 3 ans. Bah oui, je peux comprendre que c'est long. Ça, ok, 3 ans, mine de rien, c'est pas négligeable. Sauf qu'en termes de rendement, comparé à n'importe quel marché, à part des marchés ultra nichés sur des spécificités, disons c'est pas de marché global, mais c'est vraiment une niche en particulier, etc. Parce qu'il y a une demande, une offre, une demande particulière de marché. Mais d'un point de vue marché global, il n'y a aucun marché qui fournit ça et qui fournit des rendements pareils. Donc c'est vrai que il faut prendre en compte que des fois même un simple investisseur qui va holder tout simplement, ne serait-ce que du BTC, alors bien évidemment qu'on peut aller chercher plus de pertes, mais va être beaucoup plus facilement, déjà beaucoup plus rentable que des traders. Et des fois, franchement, des traders, des fois, qui sont pas mauvais, mais qui
par la psychologie, font de la merde et qui crament leur compte et qu'au final, notre finale, bah, ils sont à peine flat ou ils sont carrément pertes, quoi. Et il y a des gens qui peuvent être très très bons en trading et monter très très haut, très très vite, très très fort pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à se sentir invincible et mourir de ce sentiment d'invincibilité puisque l'orgueil a pris le dessus sur toi. Et en fait, Hmm. le trading, c'est un combat constant dans, en fait, le trading, un trader rentable, c'est celui qui développe l'art de ne jamais faire de la merde dans la temporalité. Le but n'est pas d'être un génie, le but, Pour sa c'est de discipline, du pas coup. être un trou de balle. Exactement. Hmm. C'est de pas être un trou duc une après-midi. Puisque ça suffit, hein. Une après-midi où tu fais le trou duc, Euh, ça suffit à péter 3 mois, 6 mois, 3 ans de perf. En plus, c'est une Tu vois ce que je veux dire? discipline face à ta gestion émotionnelle, mais qui peut être décuplée Exactement. à la journée, à l'instant T, de manière ultra Et exponentielle, tu quoi. dois, et tu dois avoir développé ta psychologie aussi bien quand ça va bien et que tu peux tendre vers l'invincibilité. Dans ta tête, tu dis, oh là, ça y est, j'achète, ça monte, je suis trop le boss, c'est moi le king de la street. Euh, Aussi bien que quand tu es en drawdown et que tu dois continuer à appliquer ton plan et à gérer ton money management et continuer à garder la vision et le sérieux et pas tomber dans l'overtrading, etc. Enfin, en fait, tu dois vraiment te maîtriser sur plein d'aspects euh, avant d'arriver à pouvoir tenir debout en trading, entre guillemets, tu vois. Hmm. Puisque Ouais, ça, en investissement, tu l'auras pas, par exemple. Tu vois, tu ouais, vas ouais. peut-être vivre du Du coup, drawdown, ouais, tu vas j'allais peut-être dire. vivre du gain, mais ça, ce sera pas pareil que sur le trading, tu vois. Plein d'aspects, du coup, ouais, qui vont être moins exigeants, du coup, sur la partie investissement, carrément. Ouais, exactement, exactement. Et est-ce que tu vois, par rapport aux autres marchés, en tant que, du coup, trader sur la partie crypto, est-ce que tu vois, et du coup, lesquels, si t'en vois, des gros avantages que tu as sur le marché crypto en tant que trader, et je parle bien trader et pas forcément investisseur, sur le marché crypto que t'as pas sur les autres marchés? Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Bah, déjà, c'est 24/7, ça c'est incroyable. Ouais, Le ouais. Forex, c'est ce qui était chiant, c'était que bah, il y avait les bourses qui enfin, étaient réglées en fonction des bourses. Les courtiers, ils ferment le week-end. Et le soir, bah, vu que les banques elles sont fermées et que ça traite plus, Les fameux gaps. bah, il y a exactement entre 23 heures et 1 heure du matin, il y a les spreads qui augmentent et par conséquent, ça peut potentiellement te défoncer tes positions. Tous les soirs, tu payes ce qu'on appelle un overnight. Ça veut dire que vu que le courtier il prend un risque de garder ta position entre 23 heures et 1 heure du matin, euh, heure d'augmentation drastique des spreads, il te fait payer une commission. Pareil pour le week-end. Si tu hold ta position le week-end, tu vas payer une commission. Euh, et tout ça, tu l'as pas, au-delà du fait que tu ne puisses pas manager ta position jusqu'à la réouverture. D'accord? Alors que sur la crypto, c'est 24/7. Tu as une nouvelle un dimanche après-midi qui est ultra dramatique. Le marché, il est live. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Le fait de pouvoir trader 24/7, manager ses positions 24/7, c'est ultra puissant. Et ok. ça, pour te répondre sur la bourse tradi, sur le Forex, tu l'as pas puisque tu es sur t'es sur les bourses, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Et après, en termes de frais, etc., enfin, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous faites, ça va dépendre des volumes que vous mettez, etc. Hmm, Et des avantages que vous avez chez vos courtiers, etc. Mais globalement, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil en termes de pourcentage de la position qui était pris par le courtier quand je tradais sur le Forex et là sur Bybit, c'est à peu près pareil. Donc, ouais. faut pas overtrader, il faut pas non plus faire le malin avec des sizes trop grosses par rapport à ta taille de compte, etc. Et c'est vraiment, enfin, si je devais décrire le trading en un seul mot, c'est vraiment équilibre, quoi. C'est un équilibre psychologique, c'est un équilibre dans ta stratégie, c'est un équilibre dans ton plan, c'est un équilibre dans ta vision. Et le but, c'est de faire tenir tout ça debout dans la temporalité pour te développer. Et c'est Hmm, vraiment un exercice qui est très, très compliqué et qui nécessite, selon moi, déjà au moins quelques années d'investissement dans les pattes. C'est déjà pas mal, c'est un bon début, selon moi. Et derrière, par contre, un gros investissement en temps, en énergie et surtout bah, les finances nécessaires aussi à potentiellement cramer un compte si tu fais partie des 90% de personnes qui crament un compte. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'en fais partie, hein. La première année, j'ai cramé mon compte comme tout le monde, hein. Moi, je suis arrivé sur
6 mois après mes débuts, on s'est tapé le crash Covid. Quand tu te tapes un crash Covid et que tu as 6 mois d'investissement dans les pattes, euh, Ah, tu derrière, ça crames. pique, hein. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est que le fucked up, il te tend les bras et toi, tu lui fais un gros câlin, en fait. Tu vois. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais d'un autre côté, c'est ça qui m'a forgé et qui a fait que bah, de ces quelques centaines de dollars de pertes en 2 semaines, bah, ça a fait que derrière, j'ai pu en gagner des milliers sur le marché haussier et sur l'année actuelle, qui est actuellement un, deux, trois, ma meilleure année de trading depuis que j'ai commencé, quoi. Tu vois. Là, je commence à avoir une perf et une constance qui ressemble un petit peu à quelque chose. Je suis pas là à rétamer en termes de résultats mon backspot, loin de là, mais ça commence à tenir la route. Ça commence à tenir la route et ça fait 3 ans et demi que j'y suis. Ça fait 3 ans et demi que j'y suis. C'est pour vous le dire. Euh, Ça vient pas du jour au lendemain. Et la personne qui vous dit, ouais, ouais, le trading, c'est facile, l'écoutez pas, c'est un menteur. Hmm. Ok. Et du coup, ouais, donc toi, tu disais qu'effectivement, tu recommandes fortement, entre guillemets, de d'abord te creuser sur la partie analyse technique. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est pareil, que les gens n'ont pas forcément en conscience. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et c'est pour ça qu'à mon sens, euh, alors je sais pas comment tu le vois, mais moi, je le vois vraiment comme ça, dans le sens où c'est beaucoup plus smart de d'abord être investisseur et après de voir ce qui te plaît un peu comme un métier professionnel, par exemple. Bah, tu vas Ouais, c'est tester, tu vas voir ça. les choses, tu vas creuser. Et si vraiment c'est la partie analyse technique purement des graphiques et le côté trading, etc., ou en tout cas les différents pans que tu crois en percevoir qui peuvent t'intéresser, mais au final, moi je le vois un peu comme une spé où au final, tu as fait tes premières classes en tant qu'investisseur. Et si vraiment c'est la partie trading qui t'intéresse, bah go effectivement passer en classe supérieure dans la partie trading. Mais une dissonance que les gens ne comprennent pas à chaque fois, c'est que vous pouvez faire de l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est quoi? C'est purement l'analyse du graphique. Sans être trader, il y a vraiment, en fait, deux choses distinctes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes bon en analyse technique. Moi, je peux vous assurer que je fais je fais beaucoup de bénéfices le peu que je trade. C'est-à-dire que je trade pas énormément parce que quand je fais des moves, je sais pourquoi je les fais concrètement. Donc, sur mes gains par rapport à mes pertes, j'ai un ratio qui est extrêmement intéressant. Mais parce que je fais peu de trade et que je suis pas dans la méthodologie de trader. Je suis quasiment convaincu que si je passais sur le trade tous les jours, je remettrais, parce que j'ai déjà testé à l'époque, mais j'ai défocus parce que j'ai d'autres trucs à faire et je préfère la partie investissement. Mais je suis convaincu que je mettrai encore des mois et des mois à vraiment être performant sur la partie gain par rapport aux pertes parce que c'est pas la même chose en fait. C'est pas parce que je suis bon en analyse technique et que j'arrive à faire des trades à l'occasion quand vraiment je vois un setup intéressant parce que je combine plusieurs analyses, par exemple, que juste faire du trading. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est-à-dire que analyse technique n'est pas l'équivalent de trading. Oui, tu as besoin d'analyse technique pour pouvoir réaliser du trading, mais c'est vraiment deux choses distinctes et séparées. Donc, pour l'investisseur, à mon sens, déjà, effectivement, bah, la première marche, c'est investisseur, prends tes bases en analyse technique et après, pourquoi pas, effectivement, passer comme espèce sur la partie trading, tout simplement. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas développer ta stratégie crypto par rapport à en tant qu'investisseur, tu vas aussi te rendre compte que des fois, avoir des petites compétences de trading, ça te permet de faire des mouvements qui vont être protecteurs pour ton portefeuille ou alors Ouais. qui vont décupler ta puissance de frappe à l'achat. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a Mm. aussi moyen d'utiliser les produits dérivés pour entrer en symbiose avec son wallet spot, entre guillemets, et se hedger slash overpower de sa puissance, tu vois. Donc, c'est vraiment un pouvoir et des compétences qui sont pas à négliger, mais qui, étant donné leur potentiel, ont aussi un retour de flamme qui est très, très puissant, tu vois. Et malheureusement, il y en a plein qui se brûlent avec le trading. Mm. Ouais, complètement, complètement. Aujourd'hui, si par exemple, tu avais une recommandation déjà pour une personne qui s'intéresse au trading, quelles seraient les premières recommandations, les premiers moves déjà à appliquer pour aller entre guillemets dans les bons steps et le bon sens au niveau applicatif? Franchement, franchement, comprendre l'économie,
comprendre l'interconnexion des marchés, Ok. euh, apprendre aussi un petit peu ben voilà, la cyclicité, enfin vraiment bien te renseigner sur ton marché et savoir où est-ce que tu mets les pieds. Derrière, développer des compétences en analyse technique, ça me paraît juste primordial. Du graphique, tu vas être obligé d'en bouffer. Euh, Derrière, ben, tu vas devoir mettre ça en symbiose avec ben, tes connaissances dans l'économie, dans le fondamental, etc. Et en fait, le but, c'est de faire entrer en symbiose, en fait, pas un scénario technique, un scénario fondamental, et de mettre en place un setup technique qui est accompagné de confluences fondamentales pour avoir un scénario qui tient vraiment la route. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi la psychologie, tu as aussi les datas, tu vas aussi avoir des news. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais déjà, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'élever son niveau de compréhension, puisque si tu n'as pas le niveau de connaissance nécessaire pour voir les choses que la majorité va pas voir, bah, tu vas tomber dans les pièges dans lesquels tout le monde tombe. Et selon moi, ce qui fait gagner le plus d'argent en trading, c'est d'identifier justement ces pièges-là et, euh, et d'aller à l'encontre de ceux-ci. Tu vois. Hmm. Ok, carrément, carrément, carrément. Et est-ce que tu arrives souvent du coup de surfer sur une narrative où la capacité par exemple du marché crypto, parce qu'effectivement tu me disais qu'effectivement connaître ton marché c'était quelque chose de primordial. Et c'est vrai que, alors ça, si tu peux le souligner sous différentes profondeurs, mais effectivement, pour avoir connu ne serait-ce qu'un petit peu le marché Forex, on a vraiment, en termes de mouvement de capitaux ou même d'exécution, on va dire des composantes fondamentales des différents marchés qui, même dans ton exécution de trading, vont être vraiment totalement différentes, des fois en fonction des marchés, quoi. Totalement. Totalement. Et je serais pas capable, enfin, ça renécessiterait un temps d'adaptation si j'allais trader du Forex là, puisque déjà les outils que j'utilise là pour la crypto, je les aurais pu sur du Forex. Tu vois. Ok. Il y a Hmm. des trucs qui sont spécifiques à la crypto, des choses que je regarde qui sont des outils spécifiques à la crypto et que tu peux pas rétribuer sur une paire en FX, tu vois. Mais je prendrais des tenants et des aboutissants différents, j'aurais une approche encore plus fondamentale. Là, pour être tout à fait honnête sur la crypto, je trade plus avec une approche qui est axée au niveau de la liquidité. D'accord, c'est-à-dire que moi je vais aller trader Order flow, du coup. euh, ouais, ça va être beaucoup de l'order flow. Je vais aller trader là où il y a la liquidité. Donc, je vais aller trader du BTC et de l'Ether à 99%. Ah oui, tu vas Et là où il y a de la volat, euh, là où le marché se décide d'aller, du coup, c'est ça? moi, je vais là où il y a de la liquidité. Je vais là où j'ai envie que le produit soit le plus stable possible et le Ok. plus enclin possible avec le spot. Tu vois ce que je veux Parce dire? que, parce que du coup, techniquement, là où tu as le plus de liquidité, ce sera toujours BTC Ethereum, jusqu'à ce qu'on ait des gros changers qui arrivent à surpasser BTC Ethereum. Mais quand tu dis il y a le plus de liquidité, c'est là où effectivement tu as le plus de liquidité point de vue de marché, ou là où le marché décide de mettre de plus de liquidité dans la santé. Par exemple, tu vois, si on a une Non, non, mode. non, ouais, non, c'est la liquidité parce que BTC Ether, c'est plus gros que le reste. Et en fait, Ok, je vais là, puisque bah déjà, c'est là que les tarifs sont les plus intéressants pour les commissions. À côté de ça, en termes de stabilité du produit dérivé, c'est quand même beaucoup plus sécur d'être sur des produits très, très capitalisés comme ça. Euh, et, euh, et en fait, par rapport à ma stratégie et par rapport au fait d'être axé sur la liquidité, bah, il faut qu'il y ait du sang qui coule sur la paire que tu trades. Il faut qu'il y ait du people qui soit concerné par ce que tu trades, tu vois. Et aller trader le truc qui est 5 centièmes sur CoinGecko, ça aurait pas de sens d'utiliser l'order flow puisqu'il y a trop peu de liquidité sur ce genre de paire, tu vois. hmm, Donc en fait, plus tu vas aller chercher des actifs qui sont capitalisés, plus ton order flow il va être pertinent selon moi, puisque bah, produit très capitalisé, tu vois. plus d'outils aussi, du coup, j'imagine. Ouais, bah bien sûr. Après, enfin, déjà sur l'order flow, c'est composé de beaucoup d'outils. Après, j'utilise pas forcément tous Hmm. les mêmes outils que tout le monde. Il y en a tellement que tu fais Ouais. ta salade de fruits comme tu veux entre guillemets. Mais ouais, enfin moi, mon setup pour trader, c'est que j'ai un trading view. À côté, j'ai mon order flow. Et à côté, ben, j'ai le calendrier économique, j'ai potentiellement les datas, etc.
on-chain, s'il y a un truc que j'ai envie de regarder en particulier, etc. Mais ouais, globalement, ce qui va conditionner mes prises de position, ça va être de l'AT et de l'order flow. Hmm. Bien sûr, Et, accompagné d'un contexte qui me donne un sens directionnel de, ok. de préférence, tu vois. Je vais pas trader contre mon sentiment. Ouais. Je Là-dessus, j'ai préfère ne l'impression pas quand même. trader, je Ouais, préfère ne pas trader et ouais, je attendre vois ce que mon tu veux dire. opportunité, quitte à ne jamais en prendre une, tu vois. Ouais, ok. Mais aller trader contre mon biais et me prendre une perte, alors que au fond de moi, je me disais que ça sentait la douille, c'est mort, tu vois. Enfin, en termes de psycho, c'est juste trop pas bon d'aller à l'encontre Ok. de. Donc, je Euh, traite pas contre mon biais, tu Petite vois. question au niveau des outils et des types d'analyse du coup que tu utilises. Je pense que là-dessus, ça se rejoint quand même pas mal avec la partie investissement, mais en devenir. Et je pense que, tu me dis si je me trompe, mais le fait que l'exigence du trading soit plus importante booste aussi les choses sur ma question qui est, est-ce que aujourd'hui, pour toi, ça devient absolument entre guillemets, indispensable d'utiliser plusieurs méthodologies d'analyse, comme par exemple la macroéconomie, l'order flow et l'analyse technique, alors qu'on voyait encore il y a quelques années, voire un peu plus, on avait principalement la majorité de traders qui utilisaient juste, on va dire, un focus sur la partie analyse technique et quelques annonces économiques, mais c'était pas extrêmement poussé. Est-ce que pour toi, c'est une tendance qui se dessine énormément ou qui me prend encore le temps de vraiment se mettre en forme et qu'en vrai, on a encore de la marge? Par La rapport à cette nécessité. nécessité d'utiliser plusieurs types d'analyses différentes ouais, pour vraiment complémenter la partie AP. Alors, moi, je sais que, enfin, depuis le début où je me forme, je sais qu'on m'a toujours appris dans les formations que j'ai fait et dans les documentations que j'ai eues par rapport à l'investissement au trading, etc., de fonder son analyse selon plusieurs points. Euh, Celui qui te dit là, t'es toute seule, ça suffit, c'est des conneries. Celui qui dit non, mais t'inquiète, c'est bon, je fais du fonda, ça suffit, j'ai pas besoin de regarder les graphiques, c'est des conneries. Enfin, en fait, il faut vraiment avoir un regard global, un regard à 360 degrés pour juger, enfin, pour amener un potentiel de réussite sur ton trade qui est optimal. Et malheureusement, déjà, si tu n'optimises pas ça, tu pars avec une balle dans le pied, en fait. Tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, c'est vraiment une phrase que j'ai mis du temps à comprendre. Enfin, le crash Covid me l'a fait comprendre puisque j'ai complètement blow mon compte, tu vois. Hmm. Ne pas trader, c'est trader. Ouais, ouais. Et le jour où tu comprends cette phrase, oh, le niveau de puissance que tu développes dans ton trading, c'est incroyable. C'est l'une des phrases, je vais pas vous révéler tous mes concepts de Padawan ce soir, mais celui-là, c'en est un. Ne pas trader, c'est trader. Et en fait, quand tu arrives Et, à comprendre que une non-perte est une certaine forme de gain, bah tu prends des trades avec beaucoup plus de parcimonie. Et en fait, quand tu appuies sur la gâchette, entre guillemets, c'est parce que le potentiel de gain est vraiment là et que tu as décelé une réelle opportunité et que on en vient limite à se dire, putain, ça irait à l'encontre de mon plan de ne pas entrer. ok. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, petite question sur cette notion du pas trader, c'est trader parce que pour connaître pas mal de traders depuis pas mal de temps, c'est une notion qui revient quasiment tout le temps, en permanence, et qui est très soulignée, qui est très utilisée. Est-ce que pour toi, c'est le height level à vraiment respecter cette notion de pas trader, c'est trader, ou c'est quelque chose qui est très important en stratégie, mais c'est pas, on va dire, le niveau maximal de difficulté à vraiment atteindre ou pas? Bah, le défaut qu'il y a pas mal de gens qui ont, c'est que ils ont envie de brancher leur graphique, d'aller chercher une opportunité et de balancer un trade dans la demi-heure qui suit. D'accord? Ouais, Et c'est ce qu'on voit chez énormément de traders débutants, c'est qu'en fait, tu veux provoquer l'opportunité, tu es naïf puisque tu as peu de connaissances des marchés et que tu n'as pas encore beaucoup de background, et du coup, tu vois un double top ou tu vois une épaule tête épaule, ça y est, tu ouais, t'affoles, tu te chauffes, ouais. ouais, tu balances 10 trades par jour et en fait, t'as un nombre de positions qui est énormissime, alors que, enfin là, pour être tout à fait honnête, euh, si je dois lisser ma fréquence de trading à l'année, je pense que je prends à peine un trade toutes les 2 semaines. Ok, ouais, Attends, donc mais tu es vraiment je vais aller en voir à dessous. combien. Attends, je vais aller voir à combien de trades je Ok. suis. Attends, je vais aller voir. Parce que du coup, tu vois C'est la une vingtaine. corrélation. C'est une vingtaine. Hmm, Là, depuis le début de l'année, ça fait quoi? Ça fait 8 mois. On est au mois d'août. J'ai une vingtaine de trades. Donc, tu vois, ça fait deux trades, ok. 2 à 3 trades par mois. Donc, lissé sur l'année, Ok. je balance un trade, moins d'un trade par semaine de sûr. Tu vois. Ok. Ne pas Et trader, c'est trader. ouais, ouais.
Après, en vrai, moi, je sais que en général, alors pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gros traders avoir toujours cette narrative de à chaque fois que je fais le plus de perf, c'est quand je trade sur du swing. Donc, plusieurs jours à chaque fois, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, je me dis que c'est pas Ouais, mais complètement moi, c'est aberrant. ça, c'est que au final, moi, je vais peut-être mettre des semaines à prendre mon point d'entrée, mais derrière, si le point d'entrée il est bon, eh ben, je vais être en position pendant plusieurs jours, Ouais, ouais, enfin, ouais. plusieurs semaines. Ça m'arrive de garder, enfin, là, quand on avait le top annuel, j'avais shorté, j'avais gardé le trade pendant 10 jours ou 2 semaines. Et avant, d'ailleurs, c'est mon plus beau trade de l'année pour l'instant. J'avais mis un trade des ténèbres où j'avais fait 1000 et quelques pourcents dessus. Euh, j'avais pris, ben, j'avais chopé du 24 900 et quelques, et on était monté au top annuel, tu vois. Donc, je m'étais mis très, très, très bien. J'avais une belle position, un trade très agressif, et je m'étais mis pas trop, trop mal dessus, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je reste passif à 90-95% du temps. Par contre, Hmm. quand il va falloir aller prendre mon risque avec agressivité pour aller choper une grosse position avec une petite exposition en termes de dollars, mais quand même, enfin, comment dire, je la refais. Mon but à moi, c'est de mettre peu de dollars sur la table, mais d'avoir une grosse position. D'accord. Et pour ça, bah, tu dois passer par l'effet de levier. Le problème Hmm. de l'effet de levier, c'est que c'est liquidation. D'accord. Plus ton effet Ouais, de mais ça levier revient va au être même par élevé. rapport à ton stop loss au final. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu dois juste jauger correctement Ton ta taille stop de loss. position. Peu importe si tu mets de la marge ou de l'effet de levier. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste trouver la bonne symbiose entre les deux. Euh, Ouais. et en fait, moi, le but, c'est vraiment de choper une position agressive qui va me permettre d'avoir un contrôle en termes de token qui est élevé, mais avec une marge en termes de dollars qui est faible, un risque en dollars qui est faible. Et en fait, euh, le but de ça, c'est que ben, tu te retrouves rapidement dans un scénario dans lequel tu as imprimé plusieurs fois le montant que tu as risqué. Hmm. Et en fait, Ouais. c'est vraiment ça le but, en fait. C'est que de rentrer Ouais. dans des opportunités qui sont rémunératrices. Et en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup plus intérêt à ne pas in pour rien, parce que tu vas payer des frais de transaction, tu vas te trigger pour rien, tu vas risquer des pertes partielles ou totales. Et en fait, tu as beaucoup plus intérêt à être sélectif sur tes trades et à développer par contre aussi la capacité de reconnaître l'opportunité et de la saisir avec intransigeance comme Hmm. l'exige ton plan. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, un c'est peu à la aussi Warren Buffett ça. au final. Ouais. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est développer cette passivité, mais aussi cette intransigeance au bon endroit, au bon moment, puisque j'avais rentré un levier de 50 à 24 900 et des brouettes là. Enfin, quand tu as un effet de levier de 50, tu as une liquidation à peu près À deux 2%. pour cent. Ouais, c'est ça, C'est deux pour ça. cent. Donc, en fait, le marché, il fait hatchoum vers le bas, tu te prends une liquidation. Tu vois ce Ouais, que je bien veux dire? sûr. Et Et du par coup, au contre, il fait final, hatchoum la vers le haut, ben, ressemblance, tu imprimes rapidement ouais, aussi, ouais, bien tu vois. sûr. Mais du coup, tu vois, sur beaucoup de points, et c'est vrai que, en fait, je me penche pas assez. C'est un truc que je ne creuse pas assez pour vraiment voir les symbioses, tu vois, entre la partie investissement et la partie trading. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, au final, oui, c'est exécuté différemment, mais les process restent exactement les mêmes. Tu vois, au final, qui Exactement, grille un exactement. investisseur, c'est que cette phrase de ne pas trader, c'est trader. C'est une phrase que je vois très souvent revenir pour le coup dans la partie trading, mais genre extrêmement souvent, alors que sur la partie investissement, bah, elle est beaucoup moins mise en avant. Alors qu'au final, tu peux très bien justement faire des bons moves sur la partie trading, faire des fois 10, des fois 20, des machins, t'as pris ton altcoin, t'es content, t'as l'impression que t'as tout qui monte et qu'en fait t'es un génie, tu fais des fois 30, des machins, etc. Au final, t'as pris tes équités, tes gains, tu les as renvoyés sur d'autres altcoins qui, soi-disant, n'avaient pas explosé. Et parce que t'as pris des opportunités où t'es sorti du capital, du coup, en haut du marché, et que t'as voulu buy the dip pour préparer le nouveau cycle, bah, au final, tous tes gains que t'as réalisés avant, tu vas les cramer parce que t'as voulu prendre des positions qui n'étaient pas propices au marché et pas propices à ces décisions. Et on retrouve, tu vois, exactement ce même concept de les gens n'arrivent pas à gérer cette notion de il y a des périodes où vous ne devez pas agir. Exactement. Et c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, tu vois, entre guillemets, une telle ressemblance, dans le sens où pour moi c'était logique. J'ai jamais fait le rapprochement que cette phrase, elle est énormément, énormément mise en avant par les traders, mais très, très peu pour les investisseurs. Alors après, est-ce que c'est parce que justement le marché crypto est très particulier par rapport aux autres marchés aussi, en termes de cyclicité et d'opportunité?
Mais pour le coup, pour moi, ça me fait extrêmement sens. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement sous-coté et incompris par les gens. Il y a vraiment des périodes où justement, c'est pareil, à ne pas prendre d'investissement, c'est un peu prendre des investissements au final. Ouais. Non, mais de toute manière, il y a énormément de règles fondamentales sur lesquelles je m'appuie en trading qui sont totalement adaptables à l'investissement, puisqu'en soi, il y a énormément de ressemblances, etc. Enfin, on en revient au même point, tous les chemins mènent à Rome, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Euh, et en fait, c'est juste une, comment dire, une différence dans le process, ça va être une différence dans la manière d'agir. Mais globalement, pour arriver à une certaine forme de rentabilité, tu vas devoir développer à peu près les mêmes qualités. C'est juste que tu vas t'en servir un petit peu différemment, avec une approche un petit peu différente quand tu es trader que quand tu es investisseur. Mais maîtriser les deux, en fait, ça te permet de mettre le trading au service de ton investissement et l'investissement aussi au service de ton trading et de les faire fonctionner les deux en symbiose pour justement, comme je le disais précédemment, te hedger ou décupler ta puissance à l'achat, puisque je t'ai dit une bêtise. Enfin, faisons des calculs rapides. Euh, Tu peux contrôler des très 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 grosses positions pour une petite poignée de dollars avec des effets de levier. Enfin, après, c'est des gènes, hein, mais tu mets des effets de levier de 50, tu mets 50 balles en fois 50, tu Oui, contrôles oui, une bah, c'est toujours pareil. position à 2500 dollars en spot. C'est-à-dire que pour contrôler ce nombre de tokens en spot, tu aurais dû sortir 2K5. Mais là, avec un billet de 50, tu la contrôles, tu as mis un gros effet de levier et t'endosses une forte contrepartie de liquidation puisque le marché il fait hatchoum vers le bas, tu sors. Ouais. Mais si tu arrives à justement, dans ton plan, à aller chercher des outils qui peuvent te permettre d'optimiser à fond tes points d'entrée pour pouvoir justement entrer ces fameux effets de levier qui vont te permettre de contrôler des grosses positions pour pas cher en dollars, eh ben c'est là que tu peux développer de la puissance. Puisque moi, ma vision, c'est que je m'en fous d'avoir tort plusieurs fois d'affilée. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je perds plus de trades que j'en gagne. Pourtant, j'ai un track record ascendant parce que les gains que je prends, ils sont supérieurs aux pertes que Hmm. je fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'accepte de perdre rapidement. Si je vois que ça tourne au vinaigre, je file à l'anglaise rapidement. D'accord? Par contre, si je suis dans un scénario profitable, je hold mon trade, je l'accompagne, je prends des profits palier par palier et j'accompagne ma position intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu es systématiquement dans un scénario qui va être plus rémunérateur que si tu te prends une perte. Donc, en fait, tu te rends compte que je peux endosser une perte, deux pertes, trois pertes d'affilée. Quand je vais faire un gain, je vais rembourser toutes ces pertes-là. Et en plus de ça, je vais réaliser un gain qui va faire que sur le long terme, ma courbe, elle est ascendante. Mais ne ôtez-vous de la tête tout de suite qu'un trader, c'est un devin et qui perd jamais. Hein, la majorité des traders rentables sont des traders qui ont un win rate entre 30 et 50%. Et moi, dans mon win rate, il est à peu près à ça. Je suis à 40% de win rate. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Enfin, mais quand ça tape, je vais aller prendre quasiment entre 3 et 4 fois ce que j'ai risqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, ça suffit largement pour être rentable. Tu vas avoir des drawdowns, tu vas avoir des phases de hausse, mais quand tu regardes sur le long terme, tu as une courbe qui est ascendante. Et en fait, le but, c'est de développer une stratégie qui va te permettre de protéger ton compte sur les phases de baisse, puisque tu sais que tu vas en avoir, et que Hmm. tu fais plus de trades perdants que de trades gagnants. Donc, si tu dois maîtriser quelque chose, c'est pas tes trades gagnants, c'est tes trades perdants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. apprendre à protéger ton compte correctement et aussi apprendre à manager tes positions correctement. Aussi bien dans un scénario qui n'est pas bon et apprendre à placer ses stop loss correctement, euh, mais aussi à manager sa position, un scénario positif, puisque tu peux avoir un scénario sur lequel tu imprimes bien, mais sur lequel tu ne te payes pas bien. Ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Donc, Et tu peux avoir des au positions final, qui ont peu payé et qui avaient peu d'espoir de gain et qui au final se seraient soldées par une perte, mais sur laquelle tu es sorti à zéro ou sur laquelle tu es sorti en petit profit, puisque tu as eu le niveau d'adaptabilité nécessaire grâce à ton expérience, grâce à tout un tas de choses, du fait que tu regardes le marché à 360 degrés, tu as pu avoir la vision panoramique et te dire, OK, là, ça me plaît pas trop, je vais protéger ma position. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, tu as un niveau hmm, d'adaptabilité qui est juste insane, selon moi. ok. Ouais, donc au final, tu as quand même beaucoup de ressources, je trouve, que la partie investissement, parce que tu as vraiment ces phases où,
à la fois, tu as des phases où tu vas être ultra défensif, tu as des phases où tu vas être ultra offensif. Après, c'est vrai que Exactement. j'ai déjà un modèle d'investissement qui est déjà assez agressif, pour être honnête, parce que j'aime bien optimiser, mais ce niveau d'agressivité, il est adaptable à tout le monde. Et après, c'est pareil. Tu as des fois des performances qui vont pas être folles, tu sais très bien, qui vont te faire, je dis une bêtise, des plus 50% de droite à gauche en fonction des positions. Et des fois, tu as des positions. Et c'est là la difficulté, par contre, c'est le gap est différent, tu vois, parce que gérer une position gagnante quand tu es investisseur et qui surperforme vraiment le reste, je ne sais pas si c'est vraiment le gap ou c'est juste une question d'expérience, mais je sais que même moi, que ce soit quand ça devient plus assez fréquent et que je commence à avoir, tu vois, par exemple, une bêtise, plus 50% régulièrement sur des positions, et que d'un seul coup, j'ai une position qui fait un x10, un x30, un x50, bah, c'est très dur de la tenir, cette surperformance, parce que ça m'a accoutumé, tu vois, sur les derniers mouvements, à des mouvements qui n'étaient pas très agressifs. Et c'est vrai que ce gap sur l'investissement, moi, je le trouve terrible, et c'est le plus dur, justement, à gérer sur l'investissement, c'est ce gap de j'ai des opportunités qui peuvent rapporter ma manière médium, et d'un seul coup, j'ai tellement une opportunité qui est game changer en termes de bénéfices qu'elle devient intenable et les gens commencent à faire n'importe quoi avec et que c'est là que les gens commencent justement à revendre trop tôt et à rentrer tout en haut et au final parce qu'ils sont frustrés qu'ils auraient pu faire plus et c'est que là les gens commencent à faire des gènes. Et à mon sens, il y a bien un challenge effectivement sur la partie investissement à bien gérer, c'est ça. C'est que les gens en fait ont loupé l'opportunité, du coup ils essayent de revendre trading au final, tu vois, on reprend les expressions sur la partie inverse parce qu'en fait, ils ont loupé des opportunités qui sont frustrés. Et ça, pour moi, c'est bien le boss final, entre guillemets, à gérer un investissement. C'est exploiter, on va dire, au mieux les différentes performances et les différentes capacités de volatilité, sachant que d'investissement, tu as vraiment, vraiment, vraiment des actifs qui vont te faire des performances totalement distinctes les uns des autres. C'est extrêmement insane, quoi. Et je sais pas si Ouais. la surperformance d'un mouvement, c'est une difficulté aussi importante sur la partie trading, du coup. Bah, ça va dépendre. Après, là, j'aurais un petit peu de mal à te répondre pour le coup, puisque en vrai, ce qui est bien avec le trading, c'est que tu peux vraiment aller un petit peu trader sur toutes les échelles, entre guillemets. Et si tu as envie Hmm. d'aller farfouiner en 1 minute, mettre Ouais, donc des t'es effets même de pas levier de dépendant malade, t'es même en pas plus. dépendant d'un Euh, x10 en spot, puisque en fait, tu peux aller taper un 1000% sur un 10% en spot. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, ouais, c'est ouais. les, Donc, les effets de levier, ça t'offre un pouvoir et ouais, un ouais. décuplement de puissance qui est vraiment ultra intéressant. Mais encore une fois, si c'est ultra intéressant, c'est qu'il y a une très très grosse contrepartie. C'est pas Ouais, bien gratuit, sûr. tu vois. Et en fait, Mais du coup, bah, le problème, c'est que quand tu prends des cascades de liquidation et que tu crames des dollars au lieu d'acheter des tokens en spot, bah, t'es un peu le dindon de la farce aussi. hmm. Mais du coup, l'avantage là-dessus, c'est que t'as pas besoin de profiter de la volatilité du marché, dans le sens où même si la musique elle continue de tourner et que tu es au mode chaise musicale, t'as pas besoin de courir entre guillemets jusqu'à ce que la musique elle tourne. C'est-à-dire que tu peux très bien, si tu le sens pas, par exemple, te coter du marché et j'imagine que c'est totalement OK. Alors que sur la partie investissement, si le marché il continue d'être très volatile et que tu t'arrêtes, Ouais. tu le sens plus Ça n'a passer. pas la Donc même tu vois, incidence. ouais, Ouais, ça n'a pas la même clairement, incidence clairement, parce clairement, que clairement, tes moments de clairement, volat, clairement. ils vont avoir un gap énorme qui vont être pour le coup temporaires. Et ça peut être littéralement game changer sur tes résultats en investissement. Et ça, tu vois, c'est en parlant des dissonances que j'ai pas forcément mesurées qu'il n'y a qu'en comparant vraiment les deux de proximité, en creusant un petit peu sur les sujets, que j'arrive vraiment à le comparer, parce que ça, c'est une dissonance que j'aurais pas forcément réfléchi à la base, tu vois. Parce que Mm. tant que la volate, elle est présente, tu t'arrêtes de gérer la volate en tant qu'investisseur, tu vas vraiment, vraiment t'en mordre les doigts. Alors que du coup, sur la partie sur la partie trading, bah, c'est beaucoup moins gênant, du coup. Certes, tu vas peut-être devoir être plus exigeant sur certaines périodes, parce que peut-être le marché est moins volatile, que c'est plus chiant et que du coup, peut-être plus de risques certaines périodes aussi. Mais autant, tu peux faire des gains tout le temps. Alors, c'est vrai que la partie invest, bah, si par exemple, tu manques 6 mois de bull run, ça peut faire mal, quoi, du coup, en termes de perte d'opportunité. Clairement, Donc, clairement. Alors ouais, ça, c'est qu'après, un point intéressant à souligner. ah oui, oui, non, mais clairement, mais c'est ça, c'est que en fait, va y avoir des subtilités dans l'investissement, va y avoir des subtilités en trading, et le but, Ouais. c'est de les comprendre et d'apprendre à s'en servir justement à son avantage pour à chaque fois être dans un scénario dans lequel tu optimises.
tu vois. Et Ouais. enfin moi là, je sais que comme je vous le disais là, quand on a fait un petit retour sous les 25 cas psychologiques, j'avais passé un levier que j'ai gardé jusqu'au top annuel. Euh, enfin, je l'ai sorti un petit peu avant. On a fait le top annuel et après je me suis hedge en short sur la nouvelle de notre cher Larry Fink. Bon, depuis je suis sorti de mon hedge et là j'ai aucune position. Mais quand je vois comment ça se passe aujourd'hui, finalement, le hedge, c'était pas si mal que ça, tu vois. Sauf que bah Ouais. voilà, là, je suis plus en position, tu vois, mais je pleure pas. Ouais, ouais. Oui, Tu parce vois que ce tu que je veux auras dire? facilement Puisque d'autres opportunités derrière, hein, carrément. alors que si tu te fais, je t'ai dit une bêtise, tu te fais sortir ton bag et derrière tu le vois partir sans toi et t'as plus rien en spot, là, comme tu le disais, ça a pas la même incidence. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Hmm. Ok. Ah, bah écoute, je pense qu'on va déjà être pas mal là. Ça fait quasiment plus d'une heure de live déjà qu'on a entre les incidents du début et tout. Alors, on va être pas mal. Je vais voir pour l'enregistrement si j'essaie de tout couper ça correctement. Je vais finir par un petit peu d'analyse on-chain. Je vais refaire le disclaimer également au début. Je pense que je vais magouiller un petit peu le montage. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Je finis avec un petit peu d'on-chain. Si vous avez besoin, pareil, bilan personnalisé offert, que ce soit sur votre stratégie, votre composition, deux, trois conseils, etc., n'hésitez pas à venir directement en DM, vous m'envoyez directement en crypto. Petit mot de la fin, du coup, sur la partie trading vs investissement crypto. Pablo, oh là là, décidément la fatigue, je suis désolé. Euh, Les deux sont très intéressants. Il y a, en fonction de votre profil, il y aura potentiellement l'une qui va plus correspondre que l'autre dans la Si majorité je des devais le résumer, cas. excuse-moi, ouais, je te coupe. Au final, si je devais le résumer, d'un point de vue de ton point de vue, de ce que j'en ai tiré et de ce que tu m'as dit, je le vois vraiment comme une notion au final de complémentarité et à la fois de spécialisation, mais qui du coup va être complémentaire et donc entre guillemets de layer 2 sur entre guillemets ta base de connaissances que tu vas rajouter pour pouvoir trouver des opportunités du coup plus régulièrement. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, déjà d'une part, ça va te permettre d'avoir des outils supplémentaires et une certaine vision quant à l'optimisation de tes points d'entrée en spot. Donc ça, mis bout à bout, sur Ouais. une certaine temporalité, ça joue aussi. Et à côté de ça, tu vas pouvoir développer le pouvoir de prendre des positions court-termistes et comme je te disais, bah, te hedge ou de développer ta puissance de frappe. Donc en fait, tu développes le champ des possibles et ta capacité de bouger sur les marchés. Et c'est vraiment ultra puissant. Maintenant, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plein de possibilités, mais qu'on est aussi tous des investisseurs différents et qu'il y a certaines choses qui peuvent potentiellement pas convenir à tout le monde. Le trading, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Je pense aussi que ça nécessite un certain profil particulier que tout le monde ne réussira pas comme ça en trading, alors que tout le monde peut réussir en investissement, je pense, avec des stratégies bon père de Hmm. famille et en se la jouant sur 20 ans. Il y a 90%, 95% des gens qui gagnent à ce jeu-là. Tu vois ce que Et je est-ce veux dire? que, ouais, est-ce que Euh, tu estimes un facteur plus important en particulier pour qu'une personne soit entre guillemets compatible, si je puis dire ça, avec la partie trading plutôt que invest? Bah déjà, celui qui a pas envie de se prendre la tête et qui a envie de regarder les graphiques une fois par Ouais. semaine, le week-end dans son transat, pendant que les enfants sont en train de jouer dans le jardin, fais pas de trading, mec. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ça va nécessiter, comme je le disais, une certaine discipline au quotidien, un certain investissement en temps, en énergie, en suivi. Et pour attraper une opportunité, le marché il t'attend pas. Le marché, si tu veux le bon point d'entrée, enfin, il est là pendant 2, 3 secondes et après tu l'as plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. tu dois être là au quotidien. Tes process, ils doivent être parfaitement huilés et, euh, et c'est vraiment un travail du quotidien, aussi bien dans les actions qu'en termes de psychologique, puisque ça a aussi un impact psychologique. Ça va prendre de la place aussi dans ta tête, alors que les investissements de manière passive, si je puis dire, voilà, j'achète tous les mois, je me prends pas la tête, je regarde, on fera un bilan dans 20 ans. C'est quand même beaucoup moins énergivore et ça nécessite beaucoup moins d'attention que de trader au quotidien. Donc Donc du coup, si voilà. je résume, la notion qui, tu me dis si c'est bien ce que tu as voulu exprimer, la notion qui pourrait effectivement différencier de l'une des autres, c'est vraiment la capacité, on va dire, à être impliqué, que ce soit en termes de temps et également d'énergie, du coup. Ouais, clairement. Enfin, pour moi, déjà, s'il n'y a pas un minimum de passion, entre guillemets, Ouais, pour la ouais. finance, pour les marchés, etc., tu vas pas supporter de passer autant de temps, de bouffer autant de graphiques, Hmm. etc. Il faut aimer son environnement, il faut le comprendre, il faut s'investir à fond dedans si tu veux faire la différence.
En fait, sur les marchés, Ouais, en fait, tu dois être t'es sur un des espaces qui est les plus compétitifs du monde. C'est la Champions League à chaque instant, à chaque bougie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es en train de rivaliser avec les gens les plus puissants de la planète, les plus riches, ceux qui ont le plus de pouvoir entre les mains, enfin, tu peux pas te permettre d'être un amateur, d'être là une fois sur deux, ouais, soit tu développes la discipline d'un professionnel, tu prends le trading comme un business, et à ce moment-là, tu peux potentiellement, à force de travail, commencer à avoir une performance qui ressemble à quelque chose. Sinon, c'est même pas la peine. Je vous le dis, hein, ouais, si ouais, c'est pour vous mettre à moitié dans le trading, vous mettez pas dans le trading, les gars. Vous allez y perdre de ouais. l'argent et ça servira à rien. À part à vous faire quelques émotions sur le court terme, là, vous serez content. Mais sur le long terme, ça donnera rien du tout, puisque c'est un travail, le trading, c'est un business, c'est pas un Hmm. hobby. Et c'est surtout pas à prendre comme un hobby. Donc voilà pour ce petit live assez complet. Je refais le teasing du coup. Sinon, du coup, on se retrouve le prochain mardi à voir si c'est dans 15 jours. À voir quel mardi ça sera. Non, parce que du coup, nous, on sera en événement. Je pense que ce sera le mardi dans 3 semaines pour ceux qui voient effectivement la fin du live. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à passer en DM, que ce soit directement sur Instagram, c'est le plus simple. Vous m'envoyez crypto pour ceux qui ont besoin d'un bilan personnalisé et offert pour jeter justement la façon dont on puisse au mieux justement pour vous passer au step supérieur, ça ne vous engage à rien et nous, ça nous fait plaisir. Merci à tous et à la prochaine.